Dans le cadre de son répertoire, la radiodiffusion-télévision française présente Électre, pièce en 2 actes de Jean Giraudoux. Présentation par André Beclerc. Une fois de plus, avec Électre, nous retrouvons la Grèce des dieux et des héros. La Grèce qui a créé tant de mythes et inspiré tant d'art. La Grèce qui a donné naissance, entre autres, à la famille tragique des Atrides, à ce personnel si présent, si vivant, que vers 1932, Giraudoux disait lui-même qu'on y apercevait que belles-mères ayant fait assassiner leur gendre par amour, ou pères ayant mangé par appétit leurs enfants. Mais notre plus grand poète, Racine, n'est-il pas un poète tragique et qui a merveilleusement développé ses thèmes? Électre est une pièce de vengeance froide et d'assassinat prémédité. Nous sommes à Argos, où règnent en maître le régent Égiste et Clytemnestre, veuve d'Agamemnon, qu'elle tua naguère avec la collaboration de son amant. Des 2 enfants de ce mariage, seule Électre est présente et innocente jusqu'au lever du rideau, jusqu'aux premières répliques. En tant qu'auditeur, nous devons le supposer. Oreste, frère d'Électre, que Clytemnestre tenta de tuer aussi, alors qu'il était tout enfant, avait été envoyé hors du pays à l'âge de 2 ans. Ce frère qu'elle adore, loin de le pleurer, Électre l'attend. Jusqu'à ce moment, Électre, c'est la pureté, le devoir, la générosité, l'innocence, mais aussi la justice intégrale et la fatalité faite jeune fille. Elle entend savoir qui a tué son père et punir le crime, du moins armer la main qui punira le crime. Son innocence va donc prendre fin comme le rideau se lève. Cependant, pour la neutraliser, pour l'empêcher d'être l'instrument du destin, pour l'empêcher surtout de vivre dans la hantise à côté du tombeau de son père, Égiste et Clytemnestre ont décidé de l'imposer comme épouse au jardinier du palais. Ils ne voient aucun autre moyen de l'éloigner de leur demeure, où elle commence à devenir inquiétante, car elle peut faire signe aux dieux. Elle est d'une famille marquée par le destin. Il faut tout simplement la passer à une famille infiniment plus banale. Or, c'est au moment où, sous l'œil perfide et malgré les protestations mensongères de Clytemnestre, va se conclure le mariage d'Électre et du jardinier, qu'Oreste apparaît. Il se fait aussitôt reconnaître de sa sœur et le drame est né. Oreste est maintenant dans le palais d'Agamemnon et n'en repartira plus avant que justice n'ait été faite, avant qu'Électre, dont c'est le rôle, n'ait jeté toute la lumière sur un passé chargé de crimes. Clytemnestre, Égiste, Électre, Oreste, personnages tragiques de la Grèce des légendes qui durent jusqu'à nous et continuent d'inspirer les poètes. Giraudoux n'a pas omis de leur adjoindre un trio classique d'Euménide ou d'Érinie, celles qui seront plus tard, comme on sait, les furies romaines. Elles viennent du fond des enfers. Elles sont chargées d'annoncer le malheur, de pousser à la vérité jusqu'à ce que soient punis les crimes mortels. Et même elles poursuivront Oreste au-delà de la pièce. À ce groupe connu de filles en fureur, dont Colette disait le soir de la générale, Euménide, née avec l'aurore, furie enfantine, qui montreront ce qu'elles savent faire et combien, entre 2 heures fatales, ces frais champignons croissent, bénis d'une rosée vénéneuse. À ce trio, Giraudoux a ajouté un mendiant, dont le rôle, c'est ce soir un souvenir inoubliable, fut tenu il y a 15 ans de façon magistrale par Louis Jouvet. Par certains côtés, ce mendiant est un dieu. Par d'autres, il est le cœur antique,
et Jean Giraudoux en avait d'ailleurs donné une description qui doit être retenue pour l'émission de ce soir. Ce mendiant, ce cœur, c'est un spectateur qui sait tout d'avance, et sa jouissance est de voir réaliser jusqu'au dernier détail ce dont il ignore rien. Écoutons bien ce personnage qui est là, toujours présent. Il tient la pièce en main et peu à peu la dévoile. Électre, pièce en 2 actes de Jean Giraudoux, musique de scène de Vittorio Rietti, vous sera donnée avec la distribution suivante. Sylvia Montfort, Électre. Germaine Montero, Clytemnestre. Micheline Boudet, de la Comédie Française, Agathe. Raymond, la femme Narcisse. Josette Camé, Linette Lemercier, Francette Vernillat, les Euménides. Et Renaud Marie, le mendiant. Jacques Duménil, Égiste. Henri Crémieux, le président. Tony Taffin, Oreste. Michel Bouquet, le jardinier. Bernard Noël, le jeune homme. Pierre Olivier, le capitaine. Claude Piéplu, un messager. Réalisation, Henri Soubéran. Premier acte. Devant le palais du défunt Agamemnon, les jours ont passé. Sa mort est oubliée, sauf par Électre. Escorté de 3 petites filles, ce sont les Euménides, entre un étranger. C'est Oreste. Il se présente à nous en même temps que le fiancé choisi pour Électre, un jardinier en costume de fête. Curieuse façade, elle est d'aplomb? Non, le côté droit n'existe pas. On croit le voir, mais c'est un mirage. C'est comme le jardinier qui vient là, qui veut vous parler. Il ne vient pas. Il ne va pas pouvoir dire un mot. Ou il va braire ou miauler. La façade est bien d'aplomb, étranger. N'écoutez pas ces menteuses. Ce qui vous trompe, c'est que le corps de droite est construit en pierre gauloise, qui se peint à certaines époques de l'année. Les habitants de la ville disent alors que le palais pleure, et que le corps de gauche est en marbre d'Argos, lequel, sans qu'on ait jamais su pourquoi, s'ensoleille soudain, même la nuit. On dit alors que le palais rit. Ce qui se passe, c'est qu'en ce moment, le palais rit et pleure à la fois. Comme ça, il est sûr de ne pas se tromper. C'est tout à fait un palais de veuve ou de souvenirs d'enfance. Je ne me rappelais pas une façade aussi sensible. Vous avez déjà visité le palais? Tout enfant. Il y a 20 ans. Il ne marchait pas On encore. s'en souvient pourtant quand on l'a vu. Tout ce que je me rappelle du palais d'Agamemnon, c'est une mosaïque. On me posait dans un losange de tigre quand j'étais méchant et dans un hexagone de fleurs quand j'étais sage. Et je me rappelle le chemin qui me menait rampant de l'un à l'autre. On passait par des oiseaux. Et par un capricorne. Comment sais-tu cela, petite? Votre famille habitait Argos? Et je me rappelle aussi beaucoup de pieds nus. Aucun visage. Les visages étaient hauts dans le ciel, mais des pieds nus. J'essayais, entre les franges, de toucher leurs anneaux d'or. Certaines chevilles étaient unies par des chaînes, c'étaient les chevilles d'esclaves. Je me rappelle surtout 2 petits pieds tout blancs, les plus nus, les plus blancs. Leurs pas étaient toujours égales, sages, mesurés par une chaîne invisible. J'imagine que c'étaient ceux d'Électre. J'ai dû les embrasser, n'est-ce pas? Un nourrisson embrasse tout ce qu'il touche. En tout cas, c'est le seul baiser qu'ait reçu Électre. Pour cela sûrement. Tu es jaloux, hein, jardinier? Elle habite toujours le palais, Électre? Toujours, pas pour longtemps. C'est sa fenêtre, la fenêtre au jasmin? Non, c'est celle de la chambre où Atrée, le premier roi d'Argos, tua les fils de son frère. Le repas où il servit leur cœur eut lieu dans la salle voisine. Je voudrais bien savoir quel goût ils avaient. Il les a coupés ou fait cuire entiers. Et Cassandre fut étranglée dans les chauguettes. Il l'avait prise dans un filet et la poignardait. Elle criait comme une folle dans sa voilette. Oh, j'aurais bien voulu voir. Tout cela dans l'aile qui rit, comme tu le remarques. Celle avec les roses? Étranger, ne cherchez aucune relation entre les fenêtres et les fleurs. Je suis le jardinier du palais. Je les fleuris bien au hasard, ce sont toujours des fleurs. Pas du tout, il y a fleurs et fleurs. Le phlox va bien mal sur qui est. Et le réséda sur Cassandre. Vont-elles se taire?
La fenêtre avec les roses, étrangers, est celle de la piscine où notre roi Agamemnon, le père d'Électre, glissa, revenant de la guerre, et se tua, tombant sur son épée. Il prit son bain après sa mort. À 2 minutes près, voilà la différence. La voilà, la fenêtre d'Électre. Et pourquoi si haut, presque au comble? Parce que de cet étage, on voit le tombeau de son père. Pourquoi dans ce retrait? Parce que c'est l'ancienne chambre du petit Oreste, son frère, que sa mère envoya hors du pays quand il avait 2 ans, et dont on n'a plus de nouvelles. Écoutez, écoutez, mes sœurs, on parle du petit Oreste. Voulez-vous partir? Allez-vous nous laisser? On dirait des mouches. Nous ne partirons pas, nous sommes avec l'étranger. Vous connaissez ces filles? Je les ai rencontrées aux portes, elles m'ont suivi. Nous l'avons suivi parce qu'il nous plaît. Parce qu'il est rudement plus beau que toi, jardinier. Les chenilles ne lui sortent pas de la barbe, ni les hannetons du nez. Pour que les fleurs sentent bon, il faut sans doute que le jardinier sente mauvais. Soyez polis, enfants, et dites-nous ce que vous faites dans la vie. Nous y faisons que nous ne sommes pas polis. Nous mentons, nous médisons, nous insultons. Mais notre spécialité, c'est que nous récitons. Vous récitez quoi? Nous ne savons pas d'avance. Nous inventons à mesure. Mais c'est très très bien. Le roi de Mycène, dont nous avons injurié la belle-sœur, nous a dit que c'était très très bien. Nous disons tout le mal que nous pouvons trouver. Ne les écoutez pas, étrangers. On ne sait qui elles sont. Elles circulent depuis 2 jours dans la ville sans amis connus, sans famille. Si on leur demande qui elles sont, elles prétendent s'appeler des petites Euménides. Quelle épouvantable. Et qu'elles grandissent, qu'elles grossissent à vue d'œil. Hier, elles avaient des années de moins qu'aujourd'hui. Viens ici, toi. Oh, ce qu'il est brusque pour un marié. Regardez-la. Regardez ses cils qui poussent. Regardez sa gorge. Je m'y connais. Mes yeux savent voir pousser les champignons. Elle grandit sous les yeux, à la vitesse d'une oronde. Les vénéneux battent tout leur corps. Elle grossit ta gorge à toi. Recitons-nous, oui ou non? Laissez-les réciter, jardinier. Récitons Clytemnestre, mère d'Électre. Vous y êtes pour Clytemnestre? Nous y sommes. La reine Clytemnestre a mauvais teint. Elle se met du rouge. Elle a mauvais teint parce qu'elle a mauvais sommeil. Elle a mauvais sommeil parce qu'elle a peur. De quoi a peur la reine Clytemnestre? De tout. Qu'est-ce que tout? Le silence, les silences. Le bruit, les bruits. L'idée qu'il va être minuit. Que l'araignée sur son fil est en train de passer de la partie du jour où elle porte bonheur à celle où elle porte malheur. Tout ce qui est rouge parce que c'est du sang. La reine Clytemnestre a mauvais teint. Elle se met du sang. Quelles histoires stupides. C'est bien, n'est-ce pas? Comme nous rattrapons le commencement avec la fin, c'est un peu plus poétique. Très intéressant. Puisqu'Électre vous intéresse, nous pouvons réciter Électre. Vous y êtes, sœur? Nous pouvons réciter ce qu'elle était, Électre, à notre âge. Je pense que nous y sommes. Depuis que nous n'étions pas nés, depuis avant-hier, nous y sommes. Électre s'amuse à faire tomber Oreste des bras de sa mère. Électre cire l'escalier du trône pour que son oncle Égiste, le régent, s'étale sur le marbre. Électre se prépare à cracher la figure de son petit frère Oreste si jamais il revient. Cela, c'est pas vrai, mais ça fait bien. Depuis 19 ans, elle amasse dans sa bouche un crachat fielleux. Elle pense à Télimas, jardinier, pour saliver mieux. Cette fois, taisez-vous, sale petit du père. Oh là là, le marié se fâche. Il a raison, Et filez. ne revenez pas. Nous reviendrons demain. Essayez, le palais est interdit aux filles de votre âge. Demain, nous serons grandes. Demain sera le lendemain du mariage d'Électre avec son jardinier. Nous serons grands. Que disent-elles? Tu ne nous as pas défendus, étrangers, tu t'en repentiras. Affreuse petite bête. On dirait 3 petites pattes. C'est effroyable. Le destin, enfant. Le destin te montre son derrière, jardinier. Regarde s'il grossit. Venez, sœur. Laissons-les tous deux devant leur façade gâteuse. Que disent ces filles? Que tu épouses Électre, toi, le jardinier? Elle sera ma femme dans 1 heure. Il ne l'épousera pas. Mon mari et moi venons pour l'en empêcher. Jardinier, je suis ton cousin éloigné et second président du tribunal. Puisque je peux à double titre te donner un conseil, fuis vers tes radis et tes courges, n'épouse pas Électre. C'est l'ordre d'Égiste. Suis-je fou? Si Agamemnon vivait, le mariage d'Électre serait la cérémonie de la Grèce. Et Égiste la donne à un jardinier dont même la famille proteste. Vous n'allez pas me dire qu'Électre est laide ou bossue. Électre est la plus belle fille d'Argos, n'est-ce pas, Agathe? Enfin, elle n'est pas mal. Jamais je n'aurais eu l'audace de songer à épouser Électre. Mais puisqu'Égiste leur donne, je ne vois pas ce que j'ai à craindre. Tu as tout à craindre. C'est le type de la femme à histoire. Et s'il ne s'agissait que de toi? Notre famille a tout à craindre. Je ne te comprends pas. Tu vas la comprendre. La vie peut être très agréable, n'est-ce pas? Très agréable. Infiniment agréable. Ne m'interromps pas, chérie. Surtout pour dire la même chose. Elle peut être très agréable. Tout a plutôt tendance à s'arranger dans la vie. La peine morale s'y cicatrise autrement vite que l'ulcère et le deuil que l'orgelet. Mais prends au hasard 2 groupes d'humains. Chacun contient le même dosage de crimes, de mensonges, de vices ou d'adultère. C'est un bien gros mot, adultère, chérie. Ne m'interromps pas, surtout pour me contredire.
D'où vient que dans l'un, l'existence s'écoule douce, correcte, les morts s'oublient, les vivants s'accommodent d'eux-mêmes, et que dans l'autre, c'est l'enfer? C'est simplement que dans le second, il y a une femme à histoire. C'est que le second a une conscience. J'en reviens à ton mot adultère, c'est quand même un bien gros mot. Tais-toi, Agathe. Une conscience, croyez-vous? Si les coupables n'oublient pas leurs fautes, si les vaincus n'oublient pas leurs défaites, les vainqueurs leur victoire, s'il y a des malédictions, des brouilles, des haines, la faute n'en revient pas à la conscience de l'humanité, qui est toute propension vers le compromis et l'oubli, mais à 10 ou 15 femmes à histoire. Je suis bien de votre avis. 10 ou 15 femmes à histoire ont sauvé le monde de l'égoïsme. Elles l'ont sauvé du bonheur. Je la connais, Electra. Admettons qu'elle soit ce que tu dis. La justice, la générosité, le devoir. Mais c'est avec la justice, la générosité, le devoir, et non avec l'égoïsme et la facilité, que l'on ruine l'État, l'individu et les meilleures familles. Absolument. Pourquoi, chérie? Tu me l'as dit, j'ai oublié. Parce que ces trois vertus comportent le seul élément vraiment fatal à l'humanité, l'acharnement. Le bonheur n'a jamais été le lot de ceux qui s'acharnent. Une famille heureuse, c'est une reddition locale. Une époque heureuse, c'est l'unanime capitulation. Vous vous êtes rendu, vous, à la première semonce? Hélas, non. Un autre a été plus rapide. Aussi ne suis-je que second président. Contre quoi s'acharne Electre? Elle va chaque nuit sur la tombe de son père, et c'est tout. Je sais, jardinier, je l'ai suivi. Sur le même parcours où ma profession m'avait fait suivre une nuit notre plus dangereux assassin, le long du fleuve. J'ai suivi, pour voir, la plus grande innocence de Grèce. Affreuse promenade à côté de la première. Ils s'arrêtaient aux mêmes places. L'If, le coin de pont, la borne milliaire font les mêmes signes à l'innocence et au crime. Mais du fait que l'assassin était là, la nuit en devenait candide, rassurante, sans équivoque. Il était le noyau qu'on a retiré du fruit et qui ne risque plus, dans la tarte, de vous casser les dents. La présence d'Electre, au contraire, brouillait lumière et nuit, rendait équivoque jusqu'à la pleine lune. Tu as vu un pêcheur qui, la veille de sa pêche, dispose ses appâts. Le long de cette rivière noire, c'était elle. Et chaque soir, elle vint ainsi appâter tous ceux qui, sans elle, eût quitté cette terre d'agrément et d'accommodement. Les remords, les aveux, les vieilles taches de sang, les rouilles, les os de meurtre, les détritus de délation. Quelque temps encore et tout sera prêt, tout grouillera. Le pêcheur n'aura plus qu'à passer. Il passe toujours, tôt ou tard. Erreur, erreur. Erreur. Cette enfant elle-même voit le défaut de votre argument. Sur nos fautes, nos manques, nos crimes, sur la vérité, s'amasse journellement une triple couche de terre qui étouffe leur pire virulence, l'oubli, la mort et la justice des hommes. Il est fou de ne pas s'en remettre à eux. C'est horrible, un pays où par la faute du redresseur de tort solitaire, on sent les fantômes, les tués en demi-sommeil, où il n'y a jamais remise pour les défaillances et les parjures, où il mine toujours le revenant et le vengeur. Quand le sommeil des coupables continue, après la prescription légale, à être plus agité que le sommeil des innocents, une société est bien compromise. À voir Electre, je sens s'agiter en moi les fautes que j'ai commises au berceau. Moi, mes futures fautes. Oh, je n'en commettrai jamais, chérie, tu le sais bien, surtout cet adultère, comme tu t'entêtes à le nommer. Mais elle me tourmente déjà. Moi, je suis un peu de l'avis d'Electre. Je n'aime pas beaucoup les méchants, j'aime la vérité. La sais-tu, la vérité de notre famille, pour lui réclamer ainsi le grand jour? Famille tranquille, estimée, en pleine ascension. Tu ne me contrediras pas si j'avance que tu en es le rabot le plus médiocre. Mais je sais par expérience qu'il convient de ne pas s'aventurer plus sur de pareilles façades que sur la glace. Je ne te donne pas 10 jours si Electre devient notre cousine pour qu'il soit découvert. J'invente au hasard que notre vieille tante a étranglé jeune fille son nouveau-né pour qu'on le révèle à son mari et afin de calmer cet énergumène qu'on ne doive plus rien lui celer des attentats à la pudeur de son grand-père. Cette petite Agathe, qui est pourtant la gaieté même, n'en dort plus. Tu es le seul à ne pas le voir, le truc d'Égiste. Il veut repasser sur la famille des Théocatoclès tout ce qui risque de jeter quelque jour un lustre fâcheux sur la famille des Atrides. Qu'a-t-elle à craindre, la famille des Atrides? Rien. Rien que je sache. Mais elle est comme toute famille heureuse, comme tout couple puissant, comme tout individu satisfait. Elle a à craindre l'ennemi le plus redoutable du monde, qui ne laissera rien d'elle, qui la rongera jusqu'aux os. L'allié d'Electre, la justice intégrale. Electre adore mon jardin.
Les fleurs, si elle est un peu nerveuse, lui font du bien. Mais elle ne fera pas de bien aux fleurs. Ah, sûrement. Tu vas les connaître, enfin, tes fuchsias et tes géraniums. Tu vas les voir cesser d'être d'aimables symboles et exercer à leur compte leur fourberie ou leur ingratitude. Électre au jardin, c'est la justice et la mémoire entre les fleurs. C'est la haine. Électre est pieuse. Tous les morts sont pour elle. Les morts? Oh, ah, je les entends, les morts. Le jour où leur sera annoncée l'arrivée d'Électre. Je les vois, les assassinés demi-fondus déjà avec les assassins, les ombres des volets et des dupes doucement emmêlées aux ombres des voleurs, les familles rivales, éparses et déchargées les unes dans les autres, s'agiter et se dire « Ah mon Dieu, voici Électre !» Nous étions si tranquilles. Voici Électre. Non, pas encore, mais c'est Égiste. Laissez-nous, étrangers. Égiste n'aime pas beaucoup les visages d'hommes inconnus. Et toi aussi, Agathe. Il ne déteste pas assez les visages de femmes connues. Vous montrez-je la route, bel étranger? Pourquoi cet escabeau? Que vient faire cet escabeau? C'est pour le mendiant, Seigneur. Pour quel mendiant? Pour le Dieu, si vous voulez. Pour ce mendiant qui circule depuis quelques jours dans la ville. Jamais on n'a vu de mendiant aussi parfait comme mendiant. Aussi, le bruit court que ce doit être un Dieu. Il change le grain en or dans les maisons? Il engrosse les bonnes? Il n'y commet aucun dommage. Singulière divinité. Les prêtres n'ont pas su voir encore si c'était un gueux ou Jupiter. Et les prêtres demandent qu'on ne leur pose pas la question. Nous laissons l'escabeau, Président. Je crois que finalement, cela revient encore moins cher d'honorer un mendiant que d'humilier un dieu. Laisse l'escabeau. Mais s'il vient, préviens-nous. Nous aurions à être strictement entre humains pendant un petit quart d'heure. Et ne le brusque pas. Peut-être est-ce le délégué des dieux au mariage d'Électre. À ce mariage que notre président considère comme une opprobre pour sa famille, s'invitent les dieux. Seigneur! Non, ne proteste pas, j'ai tout entendu. L'acoustique de ce palais est remarquable. Voici le mendiant, Seigneur. Retiens-le un moment. Offre-lui à boire. Le vin est à deux fins, pour le mendiant et pour le dieu. Dieu ou mendiant, il est déjà ivre. Alors qu'il entre. Il ne nous comprendra pas, bien que nous ayons justement à parler des dieux. Cela peut même être curieux d'en parler devant lui. Ta théorie d'Électre est assez juste, Président, mais elle est bien spéciale. Elle est bourgeoise. En tant que régent, permets-moi de t'élever aux idées générales. Tu crois aux dieux, Président? Et vous-même, Seigneur? Je crois aux dieux. Non, ou plutôt, je crois que je crois aux dieux. Mais je crois en eux, non pas comme en de grandes attentions et de grandes surveillances, mais comme en de grandes distractions. Je les imagine non point occupés sans relâche de cette moisissure suprême et mobile de la terre qu'est l'humanité, mais parvenus à un tel grade de sérénité et d'ubiquité qu'il ne peut plus être que la béatitude, c'est-à-dire l'inconscience. Ils sont inconscients au sommet de l'échelle de toute créature, comme l'atome est inconscient à leur degré le plus bas. Oui, la différence est que c'est une inconscience fulgurante, omnisciente, taillés à 1000 faces et à leur état normal de diamant, atones et sourds, ils ne répondent qu'aux lumières, qu'aux signes, et sans les comprendre. Bien dit, bravo. Ah, c'est toi, mendiant. Merci. Oui, d'autre part, Président, il est incontestable qu'éclatent parfois dans la vie des humains des interventions dont l'opportunité ou l'amplitude peut laisser croire à un intérêt ou à une justice extra-humaine. Et elles ont ceci d'extra-humain, de divin, qu'elles sont un travail en gros, nullement ajusté. La peste éclate bien lorsqu'une ville a péché par impiété ou par folie, mais elle ravage la ville voisine, particulièrement sainte. La guerre se déchaîne quand un peuple dégénère et s'avilit, mais elle dévore les derniers justes, les derniers courageux, et sauve les plus lâches. Ou bien, quelle que soit la faute, où qu'elle soit commise, c'est le même pays ou la même famille qui paye, innocente ou coupable. Je connais une mère de 7 enfants qui avait l'habitude de fesser toujours le même. C'était une mère divine. Cela correspond bien à ce que nous pensons des dieux, que ce sont des boxeurs aveugles, des fesseurs aveugles, tout satisfaits de retrouver les mêmes joues à gifles et les mêmes fesses. Quoi qu'il en soit, il est hors de doute que la règle première de tout chef d'un État est de veiller férocement à ce que les dieux ne soient point secoués de cette léthargie et de limiter leurs dégâts à leur réaction de dormeur, ronflement ou tonnerre. Bravo, c'est très clair. J'ai très bien compris. J'en suis ravi. C'est la vérité même. Un exemple. Voyez,
Pour ceux qui marchent sur les routes. Il y a des époques où tous les 100 pas, vous trouvez un hérisson mort. Ils traversent les routes la nuit par dizaines, hérissons et hérissonnes qu'elles sont, et ils se font écraser. Vous pensez les veilles de foire? Vous me direz qu'ils sont idiots, qu'ils pouvaient trouver leur mâle ou leur femelle de ce côté-ci de l'accotement. Je n'y peux rien. L'amour pour les hérissons consiste d'abord à franchir une route. Et... Qu'est-ce que diable je voulais dire? J'ai perdu mon fil. Continuez, cela me reviendra. Mais en effet, qu'est-ce qu'il veut dire? Si nous parlions d'Électre, Seigneur. Mais de quoi crois-tu que nous parlions? De notre charmante petite Agathe? Nous ne parlons que d'Électre, Président. De la nécessité où je suis, pour votre bonheur à tous, de distraire Électre de la famille royale. Pourquoi, depuis que je suis régent, alors que les autres villes se consument dans les dissensions, les autres citoyens dans les crises morales, sommes-nous seuls satisfaits des autres et de nous-mêmes? Parce que, dans la cité, j'ai mené une guerre sans merci à ceux qui faisaient signe aux dieux. Qu'appelez-vous faire signe aux dieux, Égiste? Voilà, j'ai retrouvé. Vous avez retrouvé quoi? Mon histoire, le fil de mon histoire. Je parlais de la mort des hérissons. Une minute, voulez-vous, nous parlons des dieux. Commandant, c'est une question de préséance. Les dieux d'abord, les hérissons ensuite. Je me demande seulement si je me rappellerai. Il n'est pas deux façons de faire signe, Président. C'est se séparer de la troupe, monter sur une éminence et agiter sa lanterne ou son drapeau. Moi, toutes les fois où j'ai été obligé de sévir, de là-haut on ne m'a point vu. Aucune de mes sanctions n'a été assez voyante pour permettre aux dieux l'ajustement de leur vengeance. Pas d'exil. Je tue. L'exilé a la même tendance à grimper les chemins escarpés que la coccinelle. Et je ne monte pas mes supplices en évidence, alors que nos pauvres villes voisines se trahissent elles-mêmes en érigeant leur gibet au faîte des collines. Moi, je crucifie au fond des vallées. Et maintenant, j'ai tout dit sur Électre. Qu'avez-vous dit? Qu'il n'y a plus présentement dans Argos qu'un être pour faire signe aux dieux. Et c'est Électre. Que se passe-t-il, mendiant? Il ne se passe rien, mais il vaut mieux que je vous sorte mon histoire maintenant. Dans 5 minutes, comme vous parlez, elle n'aura plus de sens du tout. C'est pour confirmer ce que vous dites. De ces hérissons écrasés, vous en voyez des dizaines qui ont bien l'air d'avoir eu une mort de hérisson, leur museau aplati par le pied du cheval, leurs piquants éclatés sous la roue. Ce sont des hérissons crevés, et c'est tout. Et soudain, vous en trouvez un petit jeune qui n'est pas étendu tout à fait comme les autres, bien moins salement, la petite patte tendue, les babines bien fermées, bien plus digne. Et celui-là, on a l'impression qu'il n'est pas mort en tant que hérisson, mais qu'on l'a frappé à la place d'un autre, à votre place. Les dieux se sont trompés, ils voulaient frapper un parjure, un voleur, et ils vous tuent un hérisson. Un jeune. Vous permettez que nous continuions à parler d'Électre? Parlez. D'ailleurs, réciproquement, je dois dire que quand vous voyez des hommes morts, beaucoup ont l'air d'être morts pour des bœufs, des porcs, des tortues, et pas beaucoup pour les hommes. Un homme qui a l'air d'être mort pour les hommes, je peux le dire, cela se cherche, ou même pour son propre compte. On va la voir. Voir qui? Électre. Je voudrais bien la voir avant qu'on la tue. Tuer Électre? Et qui parle de tuer Électre? Vous? Jamais il n'a été question de tuer Électre. Moi, j'ai une qualité. Je ne comprends pas les paroles des gens, je n'ai pas d'instruction. Je comprends les gens. Vous voulez tuer Électre? Vous ne comprenez pas du tout, inconnu. Cet homme est Égiste, le cousin d'Agamemnon. Et Électre est sa nièce chérie. Est-ce qu'il y a 2 Électres? Celle dont il a parlé qui va tout gâter et une seconde qui est sa nièce chérie. Non, il n'y en a qu'une. Alors il veut la tuer, il n'y a aucun doute, il veut tuer sa nièce chérie. Bien sûr que vous ne comprenez pas. Moi, je roule beaucoup. Je connaissais une famille, Narcisse. Elle, bien mieux que lui. Elle était malade, elle avait de l'air. Mais bien mieux que lui, aucune comparaison. Il a pu, c'est un mendiant. Il rabâche, c'est un dieu. Non, c'est pour vous dire qu'on leur avait donné une petite louve. C'était leur petite louve chérie, mais un jour, à midi, les petites louves, tout à coup, deviennent de grandes louves. Ils n'ont pas su prévoir le jour. À midi moins 2, elle les caressait. À midi 1, elle les étranglait. Lui, ça m'a été bien égal. Et alors? Alors, je passais, j'ai tué la louve. Elle commençait à manger les joues de Narcisse. Elle n'était pas dégoûtée. La femme Narcisse s'en est tirée. Elle va pas mal, je vous remercie. Vous allez la voir. Elle va venir me chercher tout à l'heure. Mais où est le rapport? Oh, ne vous attendez pas à voir la reine des Amazones. Cela vous vieillit l'œil, les varices. On vous demande où est le rapport. Le rapport?
c'est que j'imagine que cet homme, puisqu'il est chef d'État, est quand même plus intelligent que Narsès. La bêtise de Narsès, personne ne peut se la figurer. Narsès, je n'ai jamais pu lui apprendre à fumer un cigare autrement que par le bout allumé. Nous vous demandons où est le rapport. Le voilà, le rapport. Si donc cet homme se méfie de sa nièce, s'il sait qu'un de ces jours, tout à coup, elle va faire son signal, comme il dit, elle va commencer à mordre et à mettre la ville sans dessus-dessous et monter le prix du beurre et faire arriver la guerre, etc., il n'a pas à hésiter. Il doit la tuer raide avant qu'elle se déclare. Quand se déclare-t-elle? Comment? Quel jour? À quelle heure se déclare-t-elle? Quel jour devient-elle louve? Quel jour devient-elle électre? Mais rien ne dit qu'elle deviendra louve. Si, Égiste le pense, Égiste le dit. Et Électre est la plus douce des femmes. La louve Narsès était la plus douce des louves? Cela ne signifie rien, votre mot se déclarer. Il ne signifie rien, mon mot se déclarer? Qu'est-ce que vous comprenez alors dans la vie? Tout se déclare dans la nature, jusqu'au roi. Et même, la question, aujourd'hui, si vous voulez m'en croire, est de savoir si le roi se déclarera dans Égiste avant qu'Électre ne se déclare dans Électre. Il faut donc qu'il sache le jour où cela arrivera pour la petite afin de pouvoir la tuer la veille au fond d'une vallée, comme il dit, ou au fond de la plus petite vallée, c'est le plus commode et le moins visible, dans sa baignoire. Il est effroyable. Tu oublies le mariage, mendiant. C'est vrai, j'oublie le mariage. Mais pour tuer quelqu'un, c'est quand même moins sûr que la mort. D'autant qu'une fille comme elle, sensible, avec du retard, etc., elle se déclarera sûrement à la minute où un homme la prendra pour la première fois dans ses bras. Vous la mariez? À l'instant. Ici même. Pas avec un roi d'autre ville, j'espère. Je m'en garde. Avec le jardinier. Avec ce jardinier. Elle l'accepte? Moi, je ne me déclarerai pas dans les bras d'un jardinier, mais chacun son goût. Où habite-t-il, le jardinier? En dehors des remparts. En village? Non, ma maison est seule. Bravo, je vois votre idée, elle n'est pas mauvaise. C'est assez facile à tuer, une femme de jardinier, beaucoup plus facile qu'une princesse en son palais. Je vous en prie, qui que vous soyez. Tu ne me diras pas qu'on n'enterre pas beaucoup plus vite dans du terreau que dans du marbre. Qu'allez-vous imaginer? D'ailleurs, pas une minute, elle ne sera hors de ma vue. Courbe-toi pour piquer un poireau, repique-le parce que tu es tombé sur une motte. La mort est passée. Inconnu, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte du milieu où vous êtes. Vous êtes dans le palais d'Agamemnon. Dans la famille d'Agamemnon. Je vois ce que je vois. Je vois que cet homme a peur, qu'il vit avec la peur d'Électre. Mon cher hôte, ne nous égarons pas. Je ne dissimule point qu'Électre m'inquiète. Je sens que les ennuis et les malheurs abonderont du jour où elle se déclarera, comme tu dis, dans la famille des Atrides. Et pour tous, car tout citoyen est atteint de ce qui frappe la famille royale. C'est pour cela que je la passe à une famille invisible des dieux, amorphe, et dans laquelle ni ses yeux ni ses gestes n'auront plus de phosphore, où le ravage restera local et bourgeois, à la famille des Théocatoclès. Bonne idée, bonne idée. Encore faut-il que cette famille soit particulièrement amorphe. Elle l'est, et je veillerai à ce qu'elle le demeure. Je veillerai à ce qu'aucun Théocatoclès ne se distingue par le talent et le courage. Pour l'audace et le génie, je leur remets sans appréhension ce soin à eux-mêmes. Méfiez-vous, la petite Agathe n'est pas très mal. La beauté aussi fait signe. Je vous prie de laisser Agathe hors du débat. C'est vrai qu'on peut toujours lui frotter le visage avec du vitriol. Seigneur, la cause est entendue. Mais je me place au point de vue du destin même, Égiste. Ce n'est quand même pas une maladie. Croyez-vous donc qu'il soit transmissible? Oui, comme la faim l'est chez les pauvres. J'ai peine à croire qu'il se contente, au lieu d'une famille royale, de notre petit clan obscur, et que de destin des Atrides, il accepte de devenir destin des Théocatoclès. Sois sans inquiétude, le cancer royal accepte les bourgeois. Président, si tu veux que l'entrée d'Électre dans ta famille ne marque point la disgrâce de ses membres magistrats, veille à ne plus ajouter un mot. Dans une zone de 3e ordre, le destin le plus acharné ne fera que des ravages de 3e ordre. J'en suis personnellement désolé, en raison de la vive estime que je porte au Théocatoclès, mais la dynastie n'y risquera plus rien. Ni l'État, ni la ville. Et l'on pourra bien peut-être la tuer un petit peu aussi, si l'occasion s'en présente. J'ai dit. Tu peux aller chercher Clytemnestre et Électre. Elles attendent. Les voici toutes deux. Toutes deux, c'est beaucoup dire. Électre n'est jamais plus absente que du lieu où elle est. Non, aujourd'hui j'y suis. Alors profitons-en. Tu sais pourquoi ta mère t'a amené jusqu'ici? Je pense que c'est par habitude, elle a déjà conduit une fille au supplice. Voilà Électre en 2 phrases.
Pas une parole qui ne soit perfidie ou insinuation. Pardonne-moi, mère, l'allusion se présente si facilement dans la famille des Atrides. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'elle va se fâcher avec sa mère? Ce serait la première fois qu'on verrait se fâcher Électre. Ça n'en serait que plus intéressant. Électre, ta mère t'a averti de notre décision. Depuis longtemps, tu nous inquiètes. Je ne sais si tu t'en rends compte, tu n'es plus qu'une somnambule en plein jour. Dans le palais et dans la ville, on ne prononce plus ton nom qu'en baissant la voix, tant on craindrait à le crier de t'éveiller et de te faire choir. Électre! Qu'y a-t-il? Oh, pardon, c'est une plaisanterie. Excusez-moi, mais c'est vous qui avez eu peur et pas elle. Elle n'est pas somnambule. Je vous en prie. En tout cas, l'expérience est faite. C'est vous qui avez bronché. Qu'est-ce que cela aurait été si j'avais crié tout à coup Égiste? Laissez notre régent parler. Je vais crier Égiste tout à l'heure quand on ne s'y attendra pas. Il faut que tu guérisses, Électre, quel que soit leur même. Pour me guérir, c'est simple. Il suffit de rendre la vie à un mort. Tu n'es pas seul à pleurer ton père, mais il ne demande pas que ton deuil soit une offense aux vivants. Nous faisons une situation fausse aux morts en les rapprochant à notre vie. C'est leur enlever, s'ils en ont une, leur liberté de mort. Il a sa liberté, c'est pour cela qu'il vient. Crois-tu vraiment qu'il se plaise à te voir pleurer, non comme une fille, mais comme une épouse? Je suis la veuve de mon père, à défaut d'eau. Électre. Veuve ou non, nous fêtons aujourd'hui tes noces. Oui, je connais votre complot. Quel complot? Est-ce un complot de vouloir marier une fille de 21 ans? À ton âge, je vous portais déjà tous les deux dans mes bras, toi et Oreste. Tu nous portais mal. Tu as laissé tomber Oreste sur le marbre. Que pouvais-je faire? Tu l'avais poussé. C'est faux. Je n'ai pas poussé Oreste. Mais quand peux-tu savoir? Tu avais 15 mois. Je n'ai pas poussé Oreste. Au-delà de toute mémoire, je me le rappelle. Oh, Oreste, où que tu sois, entends-moi, je ne t'ai pas poussé. Cela va, Électre. Cette fois, elles y sont. Ce serait curieux que la petite se déclare juste devant nous. Elle ment, Oreste, elle ment. Je t'en prie, Électre. Elle l'a poussé. Elle ne savait pas évidemment ce qu'elle faisait à son âge, mais elle l'a poussé. De toutes mes forces, je l'ai retenue. Par sa petite tunique bleue, par son bras, par le bout de ses doigts, par son sillage, par son ombre. Je sanglotais en le voyant à terre, sa marque rouge au front. Tu riais à gorge déployée. La tunique entre nous était mauve. Elle était bleue. Je la connais, la tunique d'Oreste. Quand on la séchait, on ne la voyait pas sur le ciel. Vais-je pouvoir parler? N'avez-vous pas eu le temps depuis 20 ans de liquider ce débat entre vous? Depuis 20 ans, je cherchais l'occasion, je l'ai. Comment n'arrivera-t-elle pas à comprendre que même de bonne foi, elle peut avoir tort? Elles sont de bonne foi toutes deux, c'est ça la vérité. Princesse, je vous en conjure, quel intérêt présente maintenant la question? Aucun intérêt, je vous l'accorde. Quel intérêt? Si c'est moi qui ai poussé Oreste, j'aime mieux mourir, j'aime mieux me tuer. Ma vie n'a aucun sens. Va-t-il falloir te faire taire de force? Êtes-vous aussi folle qu'elle, reine? Électre, écoute, ne nous querellons pas. Voici exactement comme tout s'est passé. Il était sur mon bras droit. Sur le gauche. Est-ce fini, oui ou non, Clytemnestre? C'est fini, mais un bras droit et non gauche, une tunique mauve et non bleue. Elle était bleue, aussi bleue qu'était rouge le front d'Oreste. Cela est vrai, tout rouge. Tu touchas même la blessure du doigt, tu dansais autour du petit corps étendu, tu goûtais en riant le sang. Moi, je voulais me briser la tête contre la marche qui l'avait blessée. J'ai tremblé toute une semaine. Silence! Je tremble encore. La femme Narcisse s'attachait le sien avec une bande élastique. Il avait du jeu, souvent il était de biais, mais il ne tombait pas. Cela suffit. Nous verrons bientôt comment Électre portera les siens. Car tu es d'accord, n'est-ce pas? Tu acceptes le mariage. J'accepte. Je dois t'avouer que les prétendants ne font pas foule autour de toi. On dit... Que dit-on? On dit que vous avez menacé secrètement de mort tous les princes qui pourraient épouser Électre. On dit ça dans la ville. Cela tombe bien, je ne veux aucun prince. Et un jardinier, tu en veux un? Je sais que vous avez formé tous deux le projet de me marier au jardinier de mon père. J'accepte. Tu n'épouseras pas un jardinier. Nous en sommes convenus, reine. La parole est donnée. Je la reprends, c'était une parole inique. Si Électre est malade, nous la soignerons. Je ne donne plus ma fille à un jardinier. Trop tard, mère, tu m'as donné. Tu oses prétendre à Électre, jardinier? Je suis indigne, reine. Mais Égiste l'ordonne. Je l'ordonne. Et voici les anneaux. Prends ta femme. Tu risques ta vie, jardinier, si tu t'obstines. Laissez-vous convaincre, reine. Vous ne voyez donc pas qu'il y a dans Égiste je ne sais quelle haine qui le pousse à tuer Électre, à la donner à la terre. Par une espèce de jeu de mots, il se trompe, il la donne à un jardin. Elle y gagne la vie. Quoi? J'ai eu tort, hein, de dire cela.
Approchez tous les deux. Électre, je t'en prie. C'est vous qui l'avez voulu, mère. Je ne le veux plus, tu vois bien que je ne le veux plus. Pourquoi ne veux-tu plus? Tu as peur, trop tard. Que faut-il donc te dire pour te rappeler qui je suis, qui tu es? Il faut me dire que je n'ai pas poussé Oreste. Si stupide. Vont-elles recommencer? Oui, oui, qu'elle recommence. Et injuste et obstiné. Laissez tomber Oreste. Jamais je ne casse rien, jamais je n'échappe un verre ou une bague. Je suis si stable que les oiseaux se posent sur mes bras. De moi on s'envole, on ne tombe pas. C'est justement ce que je me disais quand il a perdu l'équilibre. Pourquoi la malchance veut-elle qu'il ait eu sa sœur près de lui? Elles sont folles. Et moi, je me disais dès que je l'ai vue glissant, au moins, si c'est une vraie mère, elle va se courber pour amortir la chute. Ou elle va se plier, ou se voûter pour créer une pente pour le rattraper avec ses cuisses ou ses genoux. On va voir s'ils deviennent prenants, s'ils comprennent les cuisses et les genoux altiers de ma mère. On en doutait, on va le voir. Et toi? Ou elle va s'incliner en arrière, de façon que le petit Oreste glisse d'elle comme un enfant de l'arbre où il a déniché un nid. Ou elle va tomber pour qu'il ne tombe pas, pour qu'il tombe sur elle. Tous les moyens dont une mère dispose pour recueillir son fils, elle les a encore. Elle peut encore être une courbe, une conque, une pente maternelle, un berceau. Mais elle est restée figée, dressée, et il a chuté tout droit du plus haut de sa mère. La cause est entendue, Clytemnestre, nous partons. Qu'elle se souvienne ainsi de ce qu'elle a vu à 15 mois, de ce qu'elle n'a pas vu, juger du reste. Mais qui la croit? Qui l'écoute excepté vous? Qu'il soit tant de moyens pour empêcher un fils de tomber, j'en vois 1000 encore, et qu'elle n'ait rien fait. Le moindre mouvement, et c'est toi qui tombais. C'est bien ce que je dis, tu raisonnais. Tu calculais, tu étais une nourrice, pas une mère. Ma petite Électre. Je ne suis pas ta petite Électre. À frotter ainsi tes deux enfants contre toi, ta maternité se chatouille et s'éveille trop tard. Je t'en supplie. C'est cela. Ouvre les bras tout grand. Voilà comme tu as fait. Regardez tous. C'est juste ce que tu as fait. Partons, Égiste. J'ai idée qu'elle aussi a peur, la mère. Vous dites-vous? Moi, je ne dis rien. Je ne dis jamais rien. À jeun, je parle. À jeun, on n'entend que moi. Mais j'ai bu un peu aujourd'hui. Ah, que vient nous dire Agathe? Voici le bon moment, Égiste n'est plus là. Disparaît, jardinier. Que veux-tu dire? Disparaît et vite, cet homme prend ta place. Ma place auprès d'Électre? Oui, c'est moi qui l'épouse. Lâchez ma main. De ma vie, plus jamais. Au moins, regardez-le, Électre. Avant de s'échapper des bras d'un homme, on regarde au moins comment il est fait. Je vous assure que vous y gagnez. Jardinier, au secours! Je n'ai pas de compte à te rendre, jardinier. Mais regarde-moi en face. Tu es un expert pour les genres et les espèces. Regarde mon espèce dans mes yeux. C'est cela. Regarde-la bien de tes pauvres yeux sans race, de ce regard des humbles qui est un mélange de dévouement, de châssis et de crainte, de cette prunelle délavée, stérile des pauvres gens qui ne se crêtent plus ni sous le soleil, ni sous le malheur. Inspecte, et vois si je peux m'effacer devant toi. Parfait. Donne-moi ton anneau. Merci. Agathe, ma cousine, aidez-moi. Je vous jure que je ne dirai rien. De vos rendez-vous, de vos ruptures, je vous jure que je ne dirai rien. Viens, jardinier. Les Théocatoclès sont sauvés, que les Atrides se débrouillent. Elle court. Ainsi regagne le dessous de sa pierre la petite cloporte qui a eu la menace du jour. Toi, ne te débats pas. Je me débattrai jusqu'à la mort. Le crois-tu? Tout à l'heure, tu vas me prendre de toi-même dans tes bras. Pas d'insulte. Dans une minute, tu vas m'embrasser. Honte à vous qui profitez de deux infamies. Vois pourtant comme j'ai confiance. Je te lâche. Adieu pour toujours. Non, je vais te dire un mot. Et tu vas revenir vers moi, toute douce. Quel est ce mensonge? Un seul mot. Et tu vas sangloter dans mes bras. Un seul mot. Mon nom. Il n'est plus au monde qu'un nom qui puisse m'attirer vers un être. C'est celui-là. C'est le mien. Tu es Oreste. Oh, ingrate sœur qui ne me reconnaît qu'à mon nom. Électre. Ma mère. Reprends ta place au palais. Quitte ce jardinier. Viens. Le jardinier n'est plus ici, ma mère. Où est-il? Il m'a cédé à cet homme. À quel homme? À cet homme-là, qui maintenant est mon mari. L'heure n'est pas aux plaisanteries. Viens. Comment venir? Cet homme me tient la main. Hâte-toi. Tu sais, mère, ces étrivières que l'on passe aux jambes des pouliches pour les empêcher de courir, cet homme me les passe aux chevilles. Cette fois, j'ordonne que la nuit te trouve dans ta chambre. Viens. Justement, comment abandonner mon mari le soir de ma nuit de noces? Que faites-vous là? Qui êtes-vous? Il ne te répondra pas. Ce soir, la bouche de mon mari m'appartient avec toutes ses paroles. D'où venez-vous? Qui est votre père? S'il y a mésalliance, elle ne sera pas grande. Pourquoi me regardez-vous ainsi? Qu'y a-t-il à me braver dans vos yeux? Et votre mère, qui était-elle?
Il ne l'a jamais vue. Elle est morte? C'est peut-être ce que tu vois dans ses yeux qu'il n'a jamais vu sa mère. Il est beau, n'est-ce pas? Oui. Il te ressemble. Que notre première heure de mariage nous ait donné cette ressemblance qui ne vient qu'aux vieux époux la promet. N'est-ce pas, mère? Qui êtes-vous? Que t'importe, jamais homme n'a été moins à toi. Quel qu'il soit, qui que vous soyez étranger, ne vous prêtez pas à ce caprice. Ou plutôt, aidez-moi. Si vous êtes digne d'Électre, nous verrons demain, je convaincrai Égiste. Mais jamais nuit ne m'a semblé moins propice. Laisse cet homme, Électre. Trop tard, ses bras me tiennent. Tu sais rompre le fer quand tu veux. Le fer, oui, se faire, non. Que t'a-t-il dit contre ta mère pour que tu l'acceptes ainsi? Nous n'avons encore eu le temps de parler ni de ma mère, ni de la sienne. Disparaît, nous commencerons. Électre. Voilà tout ce qu'il peut dire. Quand j'enlève ma main de sa bouche, il dit mon nom sans arrêt. On ne peut de lui obtenir autre chose. Oh, mon mari, puisque ta bouche est libre, embrasse-moi. Quelle honte. Ainsi, c'était cette folie, le secret d'Électre. Devant ma mère, embrasse-moi. Adieu. Mais je ne te croyais pas fille à te donner au premier passant venu. Moi non plus. Mais j'ignorais ce que c'est. Premier baiser venu. Pourquoi es-tu à ce point notre mère, Électre? Ne parle pas d'elle. Surtout pas d'elle. Imaginons une minute, pour notre bonheur, que nous ayons été enfantés sans mère. Ne parle pas. J'ai tout à te dire. Tu me dis tout par ta présence. Tais-toi. Baisse les yeux. 20 ans, mes mains se sont égarées sur l'ignoble ou sur le médiocre. Et voilà qu'elles touchent un frère. Un frère où tout est vrai. Il pourrait y avoir inséré dans cette tête, dans ce corps, des fragments suspects, des fragments faux. Par un merveilleux hasard, tout est fraternel dans Oreste. Tout est Oreste. Tu m'étouffes. Je ne t'étouffe pas, je ne te tue pas. Je te caresse. Je t'appelle à la vie. Prends de moi ta vie, Oreste. Et non de ta mère. Pourquoi la hais-tu? Écoute. Qu'as-tu? Tu me repousses? Voilà bien l'ingratitude des fils. Vous les achevez à peine, ils se dégagent. Ils s'évadent. Quelqu'un nous surveille de l'escalier. C'est elle. C'est sûrement elle. C'est la jalousie ou la peur. C'est notre mère. Oui, oui, c'est bien elle. Elle se doute que nous sommes là à nous créer nous-mêmes, à nous libérer d'elle. Elle se doute que ma caresse va t'entourer, te laver d'elle, te rendre orphelin d'elle. Oh, mon frère, qui jamais pourra me donner le même bienfait? Comment peux-tu ainsi parler de celle qui t'a mise au monde? Je suis moins dur pour elle qu'il a été tant pour moi. J'aime tout ce qui, dans ma naissance, revient à mon père. Je suis né de sa nuit de profond sommeil, de sa maigreur de 9 mois, des consolations qu'il prit avec d'autres femmes pendant que ma mère me portait, du sourire paternel qui suivit ma naissance. Tout ce qui, de cette naissance, est du côté de ma mère, je le hais. Pourquoi détestes-tu les femmes à ce point? Ce n'est pas que je déteste les femmes, c'est que je déteste ma mère. Et ce n'est pas que je déteste les hommes, je déteste Égiste. Mais pourquoi les hais-tu? Je ne le sais pas encore. Je sais seulement que c'est la même haine. Je suis là. Elle va cesser. Crois-tu? Autrefois, je pensais que ton retour me libérerait de cette haine. Je pensais que mon mal venait de ce que tu étais loin. Je me préparais pour ta venue à ne plus être qu'un bloc de tendresse. De tendresse pour tous. De tendresse pour eux. J'avais tort. Mon mal en cette nuit vient de ce que tu es prêt. Et toute cette haine que j'ai en moi, elle te rit. Elle t'accueille. Elle est mon amour pour toi. Elle te lèche comme le chien à la main qui va le découpler. Je sens que tu m'as donné la vue, l'odorat de la haine. La première trace. Et maintenant, je prends la piste. Qui est là, c'est elle? Non, non, vous oubliez l'heure, elle est remontée. Elle se déshabille. Elle se déshabille. Devant son miroir, contemplant longuement Clytemnestre, notre mère se déshabille. Notre mère, que j'aime parce qu'elle est si belle, dont j'ai pitié à cause de l'âge qui vient, dont j'admire la voix, le regard. Notre mère que je hais. Électre, sœur chérie, je t'en supplie, calme-toi. Alors je prends la piste, je pars. Calme-toi. Moi, je suis toute calme. Moi, je suis toute douce et douce pour ma mère. Si douce. C'est cette haine pour elle qui gonfle, qui me tue. À ton tour, ne parle pas. Nous verrons demain pour la haine. Laisse-moi goûter ce soir, ne fût-ce qu'une heure, la douceur de cette vie que je n'ai pas connue,
et que pourtant je retrouve. Une heure? Va pour une heure. Le palais est si beau, sous la lune. Mon palais. Toute la puissance de notre famille, à cette heure, en émane. Ma puissance. Laisse-moi dans tes bras imaginer de quel bonheur ces murs auraient pu être l'écluse, avec des êtres plus sensés et plus calmes. Oh, Électre, que de noms dans notre famille étaient au départ doux, tendres, et devaient être des noms de bonheur. Oui, je sais. Médée, Phèdre. Cela même, pourquoi pas? Électre, Oreste. Pour cela n'est-il pas temps encore? Je viens pour les sauver. Tais-toi, la voilà! Voilà qui? Celle qui porte ce nom de bonheur, Clytemnestre. Électre, Ma mère, quel est cet homme? devine. Laisse-moi voir son visage. Si tu ne le vois point à distance, tu le verras encore moins de près. Électre, cessons notre guerre. Si vraiment tu veux cet homme pour mari, j'accepte. Pourquoi ce sourire? N'est-ce pas moi qui ai voulu que tu aies un mari? Pas du tout. Tu as voulu que je sois femme. Quelle est la différence? Tu as voulu que je sois dans ton camp. Tu as voulu ne pas avoir perpétuellement devant toi le visage de celle qui est ta pire ennemie. Celui de ma fille. Celui de la chasteté. Électre. Laisse-moi, j'ai pris la pisse. Chasteté. Cette fille que ronge les désirs nous parle de la chasteté. Cette fille qui, à 2 ans, ne pouvait voir un garçon sans rougir. C'est parce que tu voulais embrasser Oreste, si tu tiens à le savoir, que tu l'as jeté hors de mes bras. Alors j'avais raison. Alors tu m'envoies fière, cela en valait la peine. Vous êtes la reine? Oui, elle est là. Grande nouvelle, reine. Oreste n'était pas mort. Il s'est évadé. Il se dirige vers Argos. Oreste? J'envoie à sa rencontre mes hommes les plus sûrs. Tout ce qui m'est fidèle, je le poste autour des murs. Vous vous taisez? Oreste revient. Il revient pour reprendre le trône de son père, pour m'empêcher d'être régent, vous d'être reine. Des émissaires à lui circulent et préparent une émeute. Mais rassurez-vous, à tout je mettrai bon ordre. Qui est en bas avec vous? Électre. Et son jardinier? Et son jardinier? Vous ne cherchez plus à les séparer, je pense. Vous voyez que mes craintes étaient justes. Vous êtes d'accord maintenant? Non, je ne cherche plus. Qu'ils ne sortent pas du palais. J'ai donné ordre que les portes soient closes jusqu'au retour des soldats. Pour eux, surtout. Tu m'entends, jardinier? Nous ne sortirons pas. Vous, reine, remontez. Regagnez votre chambre. Il est tard et le conseil se réunit alors. Je vous souhaite bonne nuit. Merci, Régis. Je parle à la reine, Électre. L'heure n'est pas à la dérision. Montez, reine. Au revoir, Électre. Au revoir, mère. Au revoir, mari de ma fille. On en voit dans les familles. On voit tout. Qui a parlé? Personne. Personne n'a parlé. Vous pensez que quelqu'un va parler dans un moment pareil? Dis-la-moi, Électre, dis-la-moi. Te dire quoi? Ta haine, la raison de ta haine, tu la connais maintenant. Tout à l'heure, en parlant à Clytemnestre, tu t'es presque évanoui dans mes bras. On y dit de joie ou d'horreur. C'était de joie et d'horreur. Es-tu fort ou faible, Oreste? Dis-moi ton secret, et je vais le savoir. Je ne connais pas mon secret, je n'ai que le début du fil. Ne t'inquiète pas, tout va suivre. Méfie-toi, la voilà. Ainsi, c'est toi, Oreste. Oui, mère, c'est moi. C'est doux, à 20 ans, de voir une mère. Une mère qui vous a chassé, triste et doux. Tu la regardes de bien loin. Elle est ce que j'imaginais. Mon fils aussi. Beau, souverain. Et pourtant, je m'approche. Moi non. À distance, c'est une splendide mère. Qui te dit que de près sa splendeur subsiste? Ou sa maternité. C'est bien pour cela que je reste immobile. Un mirage de mer, cela te suffit. J'ai eu tellement moins jusqu'à ce jour. À ce mirage, du moins, je peux dire ce que je ne dirai jamais à ma vraie mère. Si le mirage le mérite, c'est déjà cela. Que lui dis-tu? Tout ce que je ne te dirai jamais, tout ce qui, dit à toi, serait mensonge. Que tu l'aimes? Oui. Que tu la respectes? Oui. Que tu l'admires? Sur ce point seul, mirage et mère peuvent partager. Pour moi, c'est le contraire. Je n'aime pas le mirage de mon fils. Mais que mon fils soit lui-même devant moi, qu'il parle, qu'il respire, je perds mes forces. Songe à lui nuire, tu les retrouveras. Pourquoi es-tu si dur? Tu n'as pas l'air cruel pourtant.
Ta voix est douce. Oui. Je ressemble point par point au fils que j'aurais pu être. Toi aussi, d'ailleurs. À quelle mère admirable tu ressembles en ce moment. Si je n'étais pas ton fils, je m'y trompe. Alors pourquoi parlez-vous tous deux? Que penses-tu gagner, mère, à cette ignoble coquetterie maternelle? Puisqu'au milieu de la nuit, des haines, des menaces, s'est ouvert une minute ce guichet qui permet à la mère et au fils de s'entrevoir tels qu'ils ne sont pas. Profitez-en et refermez-le. La minute est écoulée. Pourquoi si vite? Qui te dit qu'une minute d'amour maternel suffise à Oreste? Tout me dit que toi, tu n'as pas droit dans ta vie à plus d'une minute d'amour filial. Tu l'as eu. Et con. Quelle comédie joues-tu? Va-t'en! Très bien. Adieu. Électre. Oreste. Regardez les deux innocents. Ils dorment. C'est ce qui va être le fruit de leurs noces. Remettre à la vie pour le monde et les âges un crime déjà périmé et dont le châtiment lui-même sera un pire crime. Comme ils ont raison de dormir pendant cette heure qu'ils ont encore, laissons-les. Moi, je vais faire un tour. Je les réveillerai. J'éternue toujours 3 fois quand la lune prend sa hauteur, et éternuer dans ses mains, c'est prendre un risque effroyable. Mais vous tous qui restez, taisez-vous. Inclinez-vous. C'est le premier repos d'Électre. C'est le dernier repos d'Oreste. Deuxième acte. Électre, assise, tient dans ses bras Oreste endormi. Le mendiant est là. Le jour va paraître. Il n'est plus bien loin, n'est-ce pas, Électre? Oui. Elle n'est plus bien loin. Je dis il. Je parle du jour. Je parle de la lumière. Cela ne va pas te suffire que les visages des menteurs soient éclatants de soleil, que les adultères et les assassins se meuvent dans l'azur? C'est cela le jour. Non. Je veux que leur visage soit noir en plein midi, leurs mains rouges. C'est cela la lumière. Pendant que tu y es, tu ne saurais trop demander. Je le réveille? Réveille-le si tu veux. Moi, je lui donnerai 5 minutes. 5 minutes de néant, pauvre cadeau. On ne sait jamais. Il y a un insecte, paraît-il, qui ne vit que 5 minutes. En 5 minutes, il est jeune, adulte, kakoshim, il épuise toutes les combinaisons d'histoire d'enfance, d'adolescence, de déboîtage du genou et de cataracte, d'union légitime ou morganatique. Tiens, depuis que je parle, il doit en être au moins à la rougeole et à la puberté. Attendons sa mort, c'est tout ce que j'accorde. D'autant qu'il dort bien, notre frère. Il s'est endormi aussitôt. Il m'a échappé. Il a glissé dans le sommeil comme dans sa vraie vie. Il y sourit. C'est sa vraie vie. Dis-moi tout, mendiant, excepté que la vraie vie d'Oreste est de sourire. De rire aux éclats, d'aimer, de bien s'habiller, d'être heureux, je l'ai deviné, rien qu'à le voir. Bien servi par l'existence, ce serait un pinson, Oreste. Il tombe mal. Oui, il ne tombe pas très bien. Raison de plus pour ne pas le presser. Soit. Puisqu'il a été créé pour rire aux éclats, pour bien s'habiller, puisqu'il est un pinson, Oreste, puisqu'il va se réveiller pour toujours sur l'épouvante, je lui donne 5 minutes. D'autant qu'à ta place, puisque tu as le choix, je m'arrangerai pour que ce matin, le jour et la vérité prennent leur départ en même temps. Moi,
Je suis habitué aux animaux. Ceux-là savent partir. Le premier bond du lapin dans sa bruyère à la seconde où surgit le soleil, le premier saut sur son échasse de la sarcelle, le premier galop de l'ourson hors de son rocher, cela, je te l'assure, c'est un départ vers la vérité. S'ils n'arrivent pas, c'est vraiment qu'ils n'ont pas arrivé. Un rien les distrait, un goujon, une abeille. Mais fais comme eux, Électre, pars de l'aurore. Heureux règne où le goujon et l'abeille sont les mensonges. Mais ils bougent déjà, tes animaux. Non. Ce sont ceux de la nuit qui rentrent. Les chouettes, les rats. C'est la vérité de la nuit qui rentre. Écoute les deux derniers, les rossignols, naturellement. La vérité des rossignols. Et laissons passer Agathe en galante compagnie. Oh, mon amour chéri. Tu as bien compris, n'est-ce pas? Oui, j'aurai réponse à tout. S'il te trouve dans l'escalier. Je venais voir le médecin qui habite au-dessus. Tu oublies déjà, c'est un vétérinaire. Achète un chien. S'il me trouve dans tes bras. Je t'ai ramassé au milieu de la rue, la cheville foulée. Si c'est dans notre cuisine. Je fais l'homme ivre, je ne sais où je suis, je casse tous les verres. Un seul suffit, chéri, un petit. Les grands sont en cristal. Si c'est dans notre chambre et que nous soyons habillés. Que c'est lui justement que je cherche pour parler politique, qu'il faut vraiment venir là pour le trouver. Si c'est dans notre chambre et que nous soyons déshabillés. Que je suis entré leur surprise, que tu me résistes, que tu es la perfidie même qui vous aguiche depuis 6 mois et vous reçoit en voleur le moment arrivé. Une grue. Oh, mon amour! Une vraie grue. J'ai entendu. Oh, chérie, le jour approche. Je t'ai eu 1 heure à peine. Et combien de temps encore va-t-il consentir à croire que je suis somnambule? Et qu'il est moins dangereux de me laisser errer dans les bosquets que sur les toits? Oh, mon cœur. Crois-tu qu'il soit un mensonge qui me permette de t'avoir la nuit dans notre lit, moi entre vous deux, et que tout lui paraisse naturel? Cherche bien, tu le trouveras. Un mensonge grâce auquel vous puissiez même vous parler l'un à l'autre, si cela vous plaît, par-dessus ton Agathe, de vos élections et de vos courses, et qu'il ne se doute de rien, c'est cela qu'il nous faut, c'est cela. Juste cela. Hélas, pourquoi est-il si vaniteux? Pourquoi a-t-il le sommeil si léger? Pourquoi m'adore-t-il? C'est la litanie éternelle. Pourquoi l'as-tu épousé? Pourquoi l'as-tu aimé? Moi? Menteur, je n'ai jamais aimé que toi. Que moi? Songe dans les bras de qui je t'ai trouvé avant-hier. C'est que justement j'avais pris une entorse. Celui dont tu parles me rapportait. Je connais depuis 1 minute l'histoire de l'entorse. Tu ne connais rien, tu ne comprends rien. Tu ne comprends pas que cet accident m'en a donné l'idée pour nous. Quand je le croise dans l'escalier, il est sans chien, je t'assure, et sans chat. C'est un cavalier. On n'amène pas les chevaux à la consultation. Et toujours il sort de chez toi. Pourquoi me forces-tu à trahir un secret d'État? Il vient consulter mon mari. On soupçonne un complot dans la ville. Je t'en conjure, ne le dis à personne. Ce serait sa révocation, tu me mettrais sur la paille. Un soir, il se hâtait, son écharpe mal mise, sa tunique entr'ouverte. Je pense bien. C'est le jour où il avait voulu m'embrasser. Je l'ai reçu. Tu ne lui as pas permis de t'embrasser, puissant comme il est? J'attendais en bas, il est resté 2 heures. Il est resté 2 heures, mais je ne lui ai pas permis de m'embrasser. Il t'a donc embrassé sans permission. Avoue-le, Agathe, ou je pars. Me contraindre à cet aveu. C'est bien fait pour ma franchise. Oui, il m'a embrassé. 1 seule fois. Et sur le front. Et tu ne trouves pas cela horrible? Horrible? Épouvantable. Et tu n'en souffres pas? Pas du tout. Oh! Si j'en souffre. À mourir. À mourir. Embrasse-moi, chérie. Maintenant tu sais tout. Et au fond, j'en suis heureuse. Tu n'aimes pas mieux que tout soit clair entre nous? Oui, je préfère tout au mensonge. Quelle gentille façon de dire que tu me préfères à tout, mon amour. Une aubade à l'aube d'un tel jour, c'est toujours cela. L'insecte mort, mon Dieu? Et dissous dans la création. Ses arrière-petits-fils se débattent avec la goutte des centenaires. Oreste. Tu vois bien qu'il ne dort plus, ses paupières sont levées. Et voici les Euménides. Où es-tu, Oreste? À quoi penses-tu? Oreste, c'est juste temps. N'écoute pas ta sœur. Ne l'écoute pas. Nous avons appris ce que contient la vie. C'est fabuleux. C'est magnifique, l'amour, Oreste. On ne se quitte jamais, paraît-il. On ne s'est pas plutôt séparés, paraît-il, qu'on revient en courant, qu'on s'agrippe par les mains. Où qu'on aille, on se retrouve aussitôt face à face. La terre est ronde pour ceux qui s'aiment. Déjà, je me heurte partout contre celui que j'aime et il n'existe pas encore. Voilà ce qu'Électre veut te ravir, et à nous aussi avec sa vérité. Nous voulons aimer. Fuis, Électre! Oreste! Je suis réveillé, sœur. Réveille-toi de ce réveil, n'écoute pas ces filles. Aide-moi, Électre. Ainsi, tu es comme tous les hommes, Oreste. T'aider. Je le sais, ce que tu voudrais m'entendre dire. Alors, dis-le-moi. Que les humains sont bons, après tout, que la vie, après tout, est bonne.
N'est-ce pas vrai? Que ce n'est pas un mauvais sort que d'être jeune, beau et prince, d'avoir une sœur jeune et princesse, qu'il suffit de laisser les hommes à leurs petites occupations de bassesse et de vanité, de ne pas presser sur les pustules humaines et de vivre des beautés du monde. Et ce n'est pas ce que tu me dis? Non. Je te dis que notre mère a un amant. Tu mens, c'est impossible. Elle est veuve, elle a bien raison. Je te dis que notre père a été tué. Tué, Agamemnon? Poignardé par des assassins. Il y a 7 ans, c'est de l'histoire ancienne. Et tu savais cela? Et tu m'as laissé dormir toute une nuit? Je ne le savais pas. C'est là justement le cadeau de la nuit. Elle a rejeté ses vérités sur son rivage. Je saurai désormais comment font les devineresses. Elles pressent toute une nuit leurs frères endormis contre leur cœur. Notre père tué. Qui te l'a dit? Lui-même. Il t'a parlé avant de mourir? Il m'avait parlé mort, le jour même du meurtre. Mais cette parole a mis 7 ans à m'atteindre. Il t'est apparu? Non, son cadavre cette nuit m'est apparu, tel qu'il était le jour du meurtre. Mais c'était lumineux. Il suffisait de lire. Il y avait dans son vêtement un pli qui disait « Je ne suis pas le pli de la mort, mais le pli de l'assassinat ». Et il y avait sur le soulier une boucle qui répétait « Je ne suis pas la boucle de l'accident, mais la boucle du crime ». Et il y avait dans la paupière retombée une ride qui disait « Je n'ai pas vu la mort, j'ai vu les régicides ». Pour notre mère, qui te l'a dit? Elle-même. Encore elle-même. Elle a avoué? Non, je l'ai vue morte. Son cadavre d'avance l'a trahi. Aucun doute. Son sourcil était le sourcil d'une femme morte qui a eu un amant. Quel est cet amant? Quel est cet assassin? C'est pour le trouver que je t'éveille. Espérons que c'est le même. Tu n'auras qu'un coup à donner. Je crois qu'il vous faut partir, mes filles. Ma sœur m'offre à mon réveil une reine qui se prostitue et un roi assassiné. Mes parents... Ce n'est déjà pas mal. N'y ajoute rien. Pardon, Maurice. Elle s'excuse maintenant. Je te perds ta vie, mais je m'excuse. Elle a tort de s'excuser. C'est ce genre de réveil que nous réservent habituellement nos femmes et nos sœurs. Il faut croire qu'elles sont faites pour cela. Elles ne sont faites que pour cela. Épouse, belle-sœur, belle-mère, toutes. Quand les hommes au matin ne voient plus par leurs yeux engourdis que la pourpre et l'or, c'est elles qui les secouent, qui leur tendent avec le café et l'eau chaude la haine de l'injustice et le mépris du petit bonheur. Pardon, Électre. À son tour de s'excuser. Ils sont polis dans la famille. Ils enlèvent leur tête pour se saluer. Et elles épient leur réveil. Et les hommes, n'eussent-ils dormi que 5 minutes, ils ont repris l'armure du bonheur, la satisfaction, l'indifférence, la générosité, l'appétit. Et une tache de soleil les réconcilie avec toutes les taches de sang. Et un chant d'oiseau avec tous les mensonges. Mais elles sont là, toutes, sculptées par l'insomnie avec la jalousie, l'envie, l'amour, la mémoire, avec la vérité. Tu es réveillé, Oreste. Et nous allons avoir son âge dans 1 heure. Que le ciel nous fasse différentes. Je pense que je m'éveille. Votre mère, viens, mes enfants. Où est mon épée? Bravo. Voilà ce que j'appelle un bon réveil. Prends ton épée, prends ta haine, prends ta force. Leur mère paraît et ils deviennent des statues. Des orphelins, tout au plus. Je n'écouterai plus une fille insolente. Écoute le fils. Qui est-ce, mère? À vous. Quels enfants êtes-vous qui, en 2 mots, faites de notre rencontre un drame? Laissez-moi où j'appelle. Qui appelles-tu, lui? Tu te débats beaucoup, mère. Attention, Oreste. Le gibier innocent se débat comme l'eau. Le gibier? Quelle sorte de gibier suis-je pour mes enfants? Parle, Oreste, parle. Je n'ose. Électre, alors, elle osera. Qui est-ce, mère? De qui, de quoi voulez-vous parler? Mère, est-ce vrai que tu as... Ne précise donc pas, Oreste, demande-lui simplement qui est-ce. Il y a en elle un nom, quelle que soit ta question, si tu la presses bien, le nom sortira. Mère, est-ce vrai que tu as un amant? C'est aussi ta question, Électre? On peut la poser ainsi. Mon fils et ma fille me demandent si j'ai un amant. Ton mari ne veut plus te le demander. Les dieux rougiraient de t'entendre. Cela m'étonnerait, ils rougissent rarement depuis quelque temps. Je n'ai pas d'amant. Je ne peux pas avoir d'amant, même si je le désirais. Mais prenez garde. Les curieux n'ont pas eu de chance dans notre famille. Ils pistaient un vol et découvraient un sacrilège. Ils suivaient une liaison et butaient contre un inceste. Vous ne découvrirez pas que j'ai un amant, puisque je n'en ai pas. Mais vous trébucherez sur quelques pavés mortels pour vos sœurs et pour vous-même. Quel est ton amant? Écoute-la du moins, Électre. Je n'ai pas d'amant. Mais allez-vous me dire où serait le crime si j'en avais un? Oh, mère, tu es reine. Le monde n'est pas vieux et le jour vient de naître. Mais il nous faudrait déjà au moins jusqu'au crépuscule pour citer les reines qui ont eu un amant. Mère, je t'en supplie. Combat ainsi, combat encore. Convainc-nous. Si cette lutte nous rend une reine, bénie soit-elle, tout nous est rendu. Tu ne vois pas que tu lui fournis ses armes, Oreste? Très bien. Laisse-moi seul avec Électre, veux-tu?
Le faut-il, sœur? Oui. Oui. Attends là, sous la voûte, et dès que je crierai Oreste, accours. Accours de toute ta vitesse, c'est que je saurai tout. Aide-moi, Electre. T'aider à quoi? À dire la vérité ou à mentir? Protège-moi. Voilà la première fois que tu te penches vers ta fille, mère. Tu dois avoir peur. J'ai peur d'Oreste. Tu mens. Tu n'as point peur d'Oreste, tu le vois comme il est, passionné, changeant, faible. Il rêve encore d'une idylle chez les Atrides. C'est moi que tu redoutes. Pour moi que tu joues ce jeu dont le sens m'échappe encore. Tu as un amant, n'est-ce pas? Qui est-il? Lui ne sait rien. Lui n'est pas en cause. Il ne sait pas qu'il est ton amant. Cesse d'être ce juge, Electre. Cesse ta poursuite. Tu es ma fille, après tout. Après tout, après exactement tout. À ce titre, je te poursuis. Alors cesse d'être ma fille. Cesse de me haïr. Sois seulement ce que je cherche en toi, une femme. Prends ma cause, elle est la tienne. Défends-toi en me défendant. Je ne suis pas inscrite à l'association des femmes. Il faudra une autre que toi pour m'embaucher. Tu as tort. Si tu trahis ta compagne de condition, de corps, d'infortune, c'est de toi la première qu'Oreste prendra horreur. Le scandale n'est jamais retombé que sur ceux qui le provoquent. À quoi te sert d'éclabousser toutes les femmes en m'éclaboussant? Tu souilleras pour les yeux d'Oreste tout ce que par quoi tu me ressembles. Je ne te ressemble en rien. Depuis longtemps, je ne regarde plus mon miroir que pour m'assurer de cette chance. Tous les marbres polis, tous les bassins d'eau du palais me l'ont déjà crié. Ton visage me le crie. Le nez d'Électre n'a rien du nez de Clytemnestre. Mon front est à moi, ma bouche est à moi, et je n'ai pas d'amant. Écoute-moi. Je n'ai pas d'amant. J'aime. Tu n'avais le droit d'aimer que mon père. L'aimais-tu le soir de tes noces? L'aimais-tu? Nous avons été des indifférentes dès ta première minute. Tu ne m'as même pas fait souffrir à ta naissance. Tu étais menue, réticente, tu serrais les lèvres. Si un an tu as serré obstinément les lèvres, c'est de peur que ton premier mot ne soit le nom de ta mère. Ni toi ni moi n'avons pleuré ce jour-là. Ni toi ni moi n'avons jamais pleuré ensemble. Les parties de pleurs ne m'intéressent pas. Tu pleureras bientôt, sois-en sûr, et peut-être sur moi. Les yeux peuvent pleurer tout seuls, ils sont là pour cela. Oui, et même les tiens qui ont l'air de deux pierres. Un jour les pleurs les noirs. Vienne ce jour. Mais pourquoi lances-tu maintenant dans mes jambes pour me retenir la froideur au lieu de l'amour? Pour que tu comprennes que j'ai le droit d'aimer. Pour que tu saches que tout dans ma vie a été dur, comme ma fille à son premier jour. Depuis mon mariage, jamais de solitude, jamais de retraite. Jamais une reine n'a eu à ce point le lot des reines. L'absence du mari, la méfiance des fils, la haine des filles. Que me restait-il? Ce qui restait aux autres, l'attente. L'attente de quoi? L'attente est horrible. Celle qui t'étreint en ce moment, peut-être. Tu peux me dire qui tu attends, toi? Je n'attends plus rien. Mais 10 ans, j'ai attendu mon père. Le seul bonheur que j'ai connu en ce monde à l'attente. C'est un bonheur pour vierge, c'est un bonheur solitaire. Crois-tu? À part toi, à part les hommes, il n'était rien dans le palais qui n'attendit mon père avec moi, qui ne fût complice ou parti dans mon attente. Moi, je n'attends plus, j'aime. Et tout va pour toi maintenant? Tout va. Les fleurs t'obéissent enfin, les oiseaux te parlent? Oui. Tes tilleuls me font des signes. C'est bien possible. Tu m'as tout volé dans la vie. Aime, nous partagerons. Partager l'amour avec toi? C'est comme si tu m'offrais de partager ton amant. Qui est-ce? Oh, Électre, pitié. Je te le dirai, son nom. Dût-il te faire rougir? Mais laisse passer quelques jours. Qu'attends-tu d'un scandale? Songe à ton frère. Comment imaginer que le peuple d'Argos laisse jamais Oreste succéder à une mère indigne? Une mère indigne. Que cherches-tu par cet aveu? Quel temps veux-tu gagner? Quel piège me tends-tu? Quelle couvée veux-tu sauver comme la perdrix en boitant du côté de l'amour et de l'indignité? Épargne-moi une honte publique. Pourquoi me forcer à avouer que j'aime au-dessous de mon rang? Un petit lieutenant sans nom, sans grade? Oui. Tu mens. Si ton amant était un petit officier sans nom et sans gloire, s'il était le peigneur, l'écuyer, tu l'aimerais. Mais tu n'aimes pas, tu n'as jamais aimé. Qui est-ce? Pourquoi me refuses-tu ce nom comme on refuse une clé? Quel meuble as-tu peur que l'on ouvre avec ce nom-là? Un meuble qui est à moi, mon amour. Dis-moi le nom de ton amant, mère, et je te dirai si tu aimes. Et il restera entre nous pour toujours. Jamais. Tu vois, ce n'est pas ton amant, c'est ton secret que tu me caches. Tu as peur que son nom me donne la seule preuve qui m'échappe encore dans cette chasse. Quelle preuve? Tu es folle. La raison du forfait. Tout me dit que tu l'as commis, mère. Mais ce que je ne vois pas encore, ce qu'il faut que tu m'apprennes, c'est pourquoi tu l'aurais commis. Toutes les clés, comme tu dis, je les ai essayées. Aucune n'ouvre encore. Ni l'amour, tu n'aimes rien. Ni l'ambition, tu te moques d'être reine. Ni la colère, tu y réfléchis, tu calcules.
Mais le nom de ton amant va tout éclairer, va tout nous dire, n'est-ce pas? Qui aimes-tu? Qui est-ce? Tais-toi. Qui est-ce? Qui aimes-tu? Je te hais. Qui est-ce? Je te dis que c'est fini, fini le mensonge. Électre a raison, je passe dans son camp. Merci Électre, tu me donnes la vie. Que chante-t-elle? La chanson des épouses, tu vas la connaître. Elle va chanter maintenant. Oui, nous sommes toutes là avec nos maris insuffisants ou nos veuvages. Et toutes nous nous consumons à leur rendre la vie et la mort agréable. Et s'ils mangent de la laitue cuite, il leur faut le sel et un sourire. Et s'ils fument, il nous faut allumer leur ignoble cigare avec la flamme de notre cœur. Pour qui parles-tu? Tu m'as vu jamais manger de la laitue cuite? Ou ton oseille, si tu veux. Et il ne mange pas d'oseille. Et il ne fume pas de cigare, ton amant. L'oseille mangée par mon amant devient une ambroisie dont je lèche les restes. Et tout ce qui est souillé quand mon mari le touche sort purifié de ses mains ou de ses lèvres. Moi-même. Et Dieu sait. J'ai trouvé, mère! J'ai trouvé! Voilà ton ouvrage, Électre. Ce matin encore, elle m'embrassait. Je suis jolie et il est laid. Je suis jeune et il est vieux. J'ai de l'esprit et il est bête. J'ai une âme et il n'en a pas. Et c'est lui qui a tout. En tout cas, il m'a. Et c'est moi qui n'ai rien. En tout cas, je l'ai. Et jusqu'à ce matin, moi qui donnais tout, c'est moi qui devais paraître comblée. Pourquoi? Je lui cire ses chaussures. Pourquoi? Je lui brosse ses pellicules. Pourquoi? Je lui filtre son café. Pourquoi? Alors que la vérité serait que je l'empoisonne, que je frotte son col de poids et de cendres. Les souliers encore, je comprends, je crachais sur eux, je crachais sur toi. Mais c'est fini, c'est fini. Salut aux vérités. Électre m'a donné son courage. C'est fait, c'est fait. J'aime autant mourir. Elles chantent bien, les épouses. Qui est-ce? Écoute, mère! Écoute-toi, c'est toi qui parles. Qui est-ce? Ils croient tous, ces maris, que ce n'est qu'une personne. Des amants? Tu as des amants? Je te l'ai dit, tous, tout. C'est à se tuer, à se jeter la tête contre le mur. Ne te gêne pas pour moi, le mur mycénien est solide. Il est jeune? Il est vieux? L'âge de l'amant, cela va de 16 à 80. Et elle croit me rabaisser en m'insultant. Tes injures n'atteignent que toi, femme perdue. Je sais, l'outrage appelle la majesté. Dans la rue, les plus dignes sont ceux qui viennent de glisser sur du crottin. Tu vas enfin me connaître. Quel qu'il soit, tes amants, le premier que je vais rencontrer ici, je le tue. Le premier que tu rencontres ici, tu choisis mal tes endroits. Tu ne pourras même pas le regarder en face. Je l'oblige à s'agenouiller. Je lui fais baiser et lécher le marbre. Tu vas voir comment il le baise et le lèche, le marbre, tout à l'heure, quand il entrera dans cette cour et viendra s'asseoir sur ce trône. Que dis-tu, misérable? Je dis que j'ai présentement 2 amants. Et que l'un des 2, c'est Égiste. Menteuse! Comment? Elle aussi? Toi aussi, mère. C'est curieux. Moi, j'aurais plutôt cru que si Égiste se sentait un penchant, c'était pour Électre. Égiste! Enfin! Électre est là? Merci, Électre. Moi aussi, je suis là. Je m'en réjouis. Salut, Reine. Et moi aussi, Égiste. Parfait. Président, j'ai justement besoin de tes services. En plus, il nous insulte. Qu'avez-vous, tous et toutes, à me regarder ainsi? Elles ont que la reine attend un parjure, Électre un impie, Agathe un infidèle. Lui est plus modeste, il attend celui qui caresse sa femme. On vous attend, quoi. Et ce n'est pas vous qui venez. Ils n'ont vraiment pas de chance, n'est-ce pas, mendiant? Non, ils n'ont pas de chance. Attendre tant de vauriens et voir entrer un roi. Pour les autres, cela m'est égal, mais pour cette petite Électre, cela va compliquer les choses. Crois-tu? Je crois que non. Je savais que cela arriverait, je vous l'ai dit hier. Je sentais que le roi allait se déclarer en vous. Il y avait votre force, votre âge, il y avait l'occasion, il y avait le voisinage d'Électre. Cela aurait pu être un coup de sang, cela a été ça. Vous vous êtes déclaré. Tant mieux pour la Grèce. Mais ça n'en est pas plus gai pour la famille. Quelles sont ces énigmes? De quoi parlez-vous? Tant mieux pour nous aussi, puisqu'il doit y avoir un bras-le-corps, autant le bras-le-corps d'Électre avec la noblesse qu'avec la turpitude. Comment cela vous est-il arrivé, Égiste? Électre est là. Je savais que j'allais la trouver ainsi, avec sa tête de statue, ses yeux qui ne semblent voir que si les paupières sont baissées, sourde pour le langage humain. Écoutez-moi, Égiste. Tu choisis bien tes amants, Agathe. Quelle effronterie! Ce sont des ornements, n'est-ce pas, Électre, tes oreilles? De purs ornements. Les dieux se sont dit, puisque nous lui avons donné des mains pour qu'elle ne touche pas, des yeux pour qu'elle soit vue, on ne peut non plus laisser la tête d'Électre sans oreilles. On verrait trop qu'elle n'entend que nous. Mais dis-moi ce que l'on entend quand on pose l'oreille contre elle. Quel bruissement? Qui vient d'où? Êtes-vous fou? Prenez garde. Elles vous entendent, les oreilles d'Électre. Elles en rougissent. Elles m'entendent, j'en suis bien convaincu. Depuis ce qui m'est arrivé tout à l'heure à la lisière de ce bois d'où l'on voit Argos,
Ma parole vient d'au-delà de moi. Et je sais qu'elle me voit aussi. Qu'elle est seule à me voir. Seule, elle a deviné ce que je suis depuis cette minute. Vous parlez à votre pire ennemi, Égiste. Elle sait pourquoi de cette montagne, j'ai soudain piqué des deux vers la ville. On eût dit que mon cheval comprenait, Électre. Il comprenait que j'ai tout fait. Que j'avais ton nom sur ma bouche comme un tampon d'or. Il fallait que je crie ton nom et à toi-même. Je le crie, Électre. Cessez ce scandale, Égiste. Égiste, la ville est en péril. C'est vrai, excusez-moi. Où en sont-ils maintenant, capitaine? On voit leurs lances émerger des collines. Jamais moisson n'a poussé aussi vite et aussi dru. Ils sont des milliers. La cavalerie n'a rien pu contre eux. Elle s'est rabattue avec des prisonniers. Que se passe-t-il, Égiste? Les Corinthiens nous envahissent sans déclaration de guerre, sans raison. Ils ont pénétré la nuit dans notre territoire par bande. Déjà, les faubourgs brûlent. Que disent les prisonniers? Qu'ils ont ordre de ne laisser d'Argos que pierre sur pierre. Montrez-vous, Égiste, et ils fuient. J'ai peur que cela ne suffise plus, reine. Et ils ont des complices dans la ville. On vient de voler les tonneaux de poids en réserve pour incendier les quartiers bourgeois. Des hordes de mendiants s'assemblent autour des halles, prêts à piller. Ici la garde est fidèle, qu'y a-t-il à craindre? La garde est prête à se battre, mais elle murmure. Vous le savez, elle n'a jamais obéi de bon cœur à une femme, comme la ville d'ailleurs. Si l'armée s'appelle l'armée et la ville, il faut bien le dire, c'est qu'elles sont des femmes. Toutes deux réclament un homme, un roi. Elles ont raison. Elles vont l'avoir. Celui qui voudra être roi d'Argos devra d'abord tuer Clytemnestre, Égiste. Ou l'épouser, simplement. Jamais. Pourquoi jamais? La reine ne niera pas que c'est le seul moyen de sauver Argos. Je ne doute pas de son assentiment. Capitaine, annonce à la garde que le mariage est célébré à l'instant même. Qu'on me tienne au courant chaque minute. J'attends ici les messages. Ah, quant à toi, Président, cours au-devant des émeutiers et de ta voix la plus enthousiaste, fais-leur part de la nouvelle. Jamais. J'ai d'abord un mot à vous dire, d'homme à homme. Toutes affaires cessantes. Les affaires d'Argos cessantes, la guerre cessante. Tu vas fort. Il s'agit de mon honneur, de l'honneur des juges grecs. Si la justice grecque a cru devoir loger son honneur dans les jambes d'Agathe, elle n'a que ce qu'elle mérite. Ne nous encombre pas en un moment pareil, Président. Regarde-la, Agathe, si elle se soucie de l'honneur des juges grecs avec son nez levé. Son nez levé? Tu as le nez levé en un moment pareil, Agathe? J'ai le nez levé. Je regarde cet oiseau qui plane au-dessus d'Égiste. Baisse-le. J'attends votre réponse, reine. Un oiseau? Quel est cet oiseau? Ôtez-vous de dessous cet oiseau, Égiste! Pourquoi? Il ne me quitte plus depuis le lever du soleil. Il doit avoir ses raisons. Mon cheval, le premier, l'a senti. Il ruait sans raison. J'ai regardé partout et enfin là-haut. Il ruait contre cet oiseau à 1000 pieds, juste au-dessus de moi, n'est-ce pas, mendiant? Juste au-dessus. Si vous aviez 1000 pieds, c'est là que serait votre tête. Comme un accent, n'est-ce pas? Un accent au-dessus d'une lettre. Oui, vous êtes présentement l'homme le mieux accentué de Grèce. Il s'agit de savoir si l'accent est sur le mot humain ou sur le mot mortel. Je n'aime pas ces oiseaux planeurs. Qu'est-ce que c'est? Un milan? Un aigle? Il est trop haut, je pourrais le reconnaître à l'ombre, mais de si haut, elle n'arrive pas jusqu'à nous, elle se perd. Égiste, la garde se réjouit. Elle se prépare au combat avec joie. Elle attend que vous paraissiez au balcon avec la reine pour vous acclamer. Je ne compte plus que sur vous, Électre. Compte sur moi, on a le droit de sauver une patrie avec des mains pures. Le sacre purifie tout. Qui vous a sacré? À quoi se reconnaît votre sacre? Tu ne le devines pas? À ce qu'il vient le réclamer de toi. Pour la première fois, il te voit dans ta vérité et dans ta puissance. S'il a, de cette montagne, foncé vers la ville, c'est que soudain l'idée lui est venue que dans ce cadeau d'Argos, Électre était comprise. Si je me suis hâté vers toi, Électre, c'est que tu es le seul être qui puisse me donner sa propre essence. Laquelle? J'ai l'impression que c'est quelque chose comme le devoir. Mon devoir est sûrement l'ennemi mortel du vôtre. Vous n'épouserez pas Clytemnestre. Vous ne l'épouserez pas. Et pourquoi ne nous marierions-nous pas? Pourquoi sacrifierions-nous notre vie à des enfants ingrats? Oui, j'aime Égiste. Depuis 10 ans, j'aime Égiste. Depuis 10 ans, je remets ce mariage par égard pour toi, Électre, et pour le souvenir de ton père. Tu nous y contrains, merci. Pas sous l'oiseau. Cet oiseau m'agace. Mais dès que l'oiseau sera parti, je consens. Ne vous donnez pas tant de peine, reine. Je ne vous épouse pas pour accumuler de nouveaux mensonges. Je ne sais si je vous aime encore, et la ville entière doute que vous m'ayez jamais aimé. Depuis 10 ans, notre liaison se traîne entre l'indifférence et l'oubli. Mais ce mariage est la seule façon de rejeter un peu de vérité dans le mensonge passé. Et il est la sauvegarde d'Argos.
Il aura lieu dans l'heure même. Je ne crois pas qu'il aura lieu. Bravo! Vas-tu te taire, enfin? Qui es-tu dans Argos? Mari trompé ou chef de justice? Les deux, sans conteste. Alors choisis. Moi, je n'ai pas le choix. Choisis entre le devoir et la prison. Le temps presse. Vous m'avez pris, Agathe. Je ne suis plus celui qui t'a pris, Agathe. Les maris trompés d'Argos, on ne vous les a pas donnés ce matin? Si, mais il n'est plus celui qui les a trompés. Je comprends. Je comprends que le nouveau roi oublie les outrages qu'il a infligés comme régent. Elle est toute rose, Agathe. Ce sont en tout cas des outrages qui rendent rose. Un roi te demande aujourd'hui pardon de l'insulte que t'a faite hier un débauché. Cela peut te suffire. Écoute mes ordres. Hâte-toi vers ton tribunal. Juge les émeutiers et sois implacable. Sois implacable. J'ai un petit amant parmi eux. Toi, cesse de regarder cet oiseau, tu m'agaces. Je regrette, c'est la seule chose au monde qui m'intéresse. Que vas-tu faire, idiote, quand il aura disparu? C'est ce que je me demande. Tu te moques de moi, président? Je ne partirai pas. J'aiderai Électre à empêcher votre mariage. Je n'ai plus besoin de votre aide, Président. Votre rôle est fini depuis qu'Agathe m'a donné la clé de tout. Merci, Agathe. Quelle clé? Venez, reine. Quelle clé t'a-t-elle donnée? Quelle nouvelle querelle cherches-tu encore? Tu haïssais mon père. Que tout devient clair à la lampe d'Agathe. Voilà qu'elle recommence. Égiste, protégez-moi. Comme tu l'enviais, Agathe, tout à l'heure, pouvoir crier sa haine au mari que l'on est, quelle volupté. Elle t'a été refusée, mère. Écoute, Électre. C'est cela, mère, crie-la moi. S'il n'est plus là, je suis sa remplaçante. Crie-la moi. Cela te sera aussi doux que de la crier à lui-même. Tu ne vas quand même pas mourir sans crier que tu le haïssais. Venez, Égiste. Tant pis pour l'oiseau. Fais un pas, mère, et j'appelle. Qui peux-tu appeler, Électre? Est-il un être au monde pour nous enlever le droit de sauver notre ville? Notre ville d'hypocrisie, de corruption, il en est des milliers. Le plus pur, le plus beau, le plus jeune est là, dans cette cour. Si Clytemnestre fait un pas, je l'appelle. Venez, Égiste. Orès! Orès! Et revoilà les Euménides. Pauvre fille, tu es simple. Ainsi tu imaginais que nous allions laisser Oreste errer autour de nous, une épée à la main? Les accidents arrivent trop vite dans ce palais. Nous l'avons enchaîné et bâillonné. Ce n'est pas vrai! Oreste! Oreste! Toi aussi, tu vas l'être! Électre, cher Électre, écoute-moi. Je veux te convaincre. Quel temps précieux perdez-vous, Égiste? Je viens. Électre, je sais que toi seul comprends qui je suis aujourd'hui. Aide-moi. Laisse-moi te dire pourquoi tu dois m'aider. Mais enfin, quelle est cette rage d'explications et de querelles? Il n'y a pas d'êtres humains dans cette cour, mais des coqs. Va-t-il falloir nous expliquer jusqu'au sang en nous crevant les yeux? Faut-il nous faire emporter tous trois de force pour que nous arrivions à nous séparer? Je crois que c'est le seul moyen, reine. Je vous en supplie, Égiste, hâtez-vous. Est-ce que tu n'entends pas, capitaine? Égiste n'a plus qu'à régler pour les siècles l'affaire Agamemnon, Électre, Clytemnestre, et il vient. 5 minutes et c'est trop tard. Chacun va y mettre du sien. Elle sera réglée dans 5 minutes. Emmenez le président, capitaine. Allez, allez. Alors, Électre, que veux-tu? Ce n'est pas qu'elle est en retard, Égiste, c'est qu'elle ne viendra pas. De qui parles-tu? De celle que vous attendez malgré vous, de la messagère des dieux. Elle ne viendra pas. Tu sais qu'elle est venue. Le rayon de ce matin sur ma tête, c'était elle. C'était un rayon du matin. Tout enfant teigneux que touche un rayon au matin se croit roi. Tu doutes de ma franchise? Hélas, je n'en doute pas. À votre franchise, je reconnais l'hypocrisie des dieux, leur malice. Ils ont changé le parasite en juste, l'adultère en mari, l'usurpateur en roi. Ils n'ont pas trouvé ma tâche assez pénible. De vous que je méprisais, voilà qu'ils font un bloc d'honneur. Mais il est une mue qui échoue dans leurs mains. Celle qui change le criminel en innocent. Sur ce point, ils me cèdent. Je ne sais ce que tu veux dire. Vous le savez encore un tout petit peu. Prêtez l'oreille au-dessous de votre grandeur d'âme, vous entendrez. Qui me dira de quoi tu parles? Mais de qui peut-elle parler? De quoi a-t-elle jamais parlé dans sa vie? De ce qu'elle ne connaît pas. D'un père qu'elle ne connaît même pas. Moi, je ne connais pas mon père. D'un père que depuis l'âge de 5 ans, elle n'a ni vu ni touché. Moi, je n'ai pas touché mon père. Tu as touché son cadavre, une glace qui avait été ton père non. Je vous en prie, Clytemnestre. Qu'allez-vous discuter en une heure pareille? Chacun son tour de discuter. Cette fois, c'est moi. Pour une fois, tu as raison, c'est là la vraie discussion. De qui me viendrait ma force? De qui me viendrait ma vérité si je n'avais pas touché mon père vivant? Justement. Aussi, tu divagues. Je me demande même si tu l'as jamais embrassé. Je veillais à ce qu'il ne lèche pas mes enfants. Moi, je n'ai pas embrassé mon père. Le corps déjà froid de ton père, si tu veux. Ton père, non. Je vous en conjure. Ah, je vois pourquoi tu étais si sûr en face de moi. Tu croyais que j'étais sans armes. Tu croyais que je n'avais jamais touché mon père. Quelle erreur! Tu mens.
le jour de son retour, sur l'escalier du palais. Vous l'avez attendu tous deux 1 minute de trop, n'est-ce pas? Comment le sais-tu? Tu n'étais pas là. C'est moi qui l'ai retenu, j'étais dans ses bras. Écoute-moi, Electre. J'avais attendu dans la foule, mère. Je me suis précipité vers lui, le cortège était pris de panique, on croyait à un attentat. Mais lui m'a deviné. Il m'a souri. Il a compris que c'était l'attentat d'Electre. Père courageux, il s'est offert tout entier. Et je l'ai touché. Tu as touché ses jambières, son cheval, de cuir et de poil. Il est descendu, mère. Je l'ai touché aux mains avec ses doigts, je l'ai touché aux lèvres avec ses lèvres. J'ai touché une peau que toi tu n'as pas touchée, épurée de toi par 10 ans d'absence. Il suffit, elle te croit. De ma joue contre sa joue, j'ai appris la chaleur de mon père. Parfois, l'été, le monde entier a juste la tiédeur de mon père. J'en défaille. Et je l'ai étreint de ses bras. Je croyais prendre la mesure de mon amour, c'était aussi celle de ma vengeance. Puis il s'est dégagé, il est remonté à cheval, plus souple encore, plus étincelant. L'attentat d'Electre était fini. Il en était plus vivant, plus doré. Et j'ai couru vers le palais pour le revoir. Mais déjà, je ne courais plus vers lui. Je courais vers vous, vers ces assassins. Reviens à toi, Electre. Je peux être essoufflé, j'arrive. Débarrassez-vous de cette fille, Égiste. Qu'on la redonne au jardinier et qu'on la jette près de son frère. Arrête, Electre. Ainsi donc, au moment même où je te vois, où je t'aime, où je suis tout ce qui peut s'entendre avec toi, le mépris des injures, le courage, le désintéressement, tu persistes à engager la lutte. Je n'ai que ce moment. Tu reconnais qu'Argos est en péril. Nous différons sur les périls. Tu reconnais que si j'épouse Clytemnestre, la ville se tait, les Atrides se sauvent. Sinon, c'est l'émeute, c'est l'incendie. C'est très possible. Tu reconnais que seul je puis défendre Argos contre ces Corinthiens qui arrivent déjà aux portes de la ville. Sinon, c'est le pillage, le massacre. Oui, vous seriez vainqueur. Et tu t'obstines. Et tu me ruines dans ma tâche. Et tu sacrifies à je ne sais quel songe ta famille, ta patrie. Vous vous moquez de moi, Égiste. Vous qui prétendez me connaître, vous me croyez de la race à laquelle on peut dire si tu mens et laisses mentir, tu auras une patrie prospère. Si tu caches les crimes, ta patrie sera victorieuse. Quelle est cette pauvre petite patrie que vous glissez tout à coup entre la vérité et nous? La tienne, Argos. Vous tombez mal, Égiste, à moi aussi, ce matin, à l'heure où l'on vous donnait Argos, il m'a été fait un don. Tous les rayons et tous les éclats dans les visages mélancoliques, toutes les rides et les ombres dans les visages joyeux, tous les désirs et les désespoirs dans les visages indifférents, c'est cela, mon nouveau pays. Et c'est ce matin, à l'aube, quand on vous donnait Argos et ses frontières étroites, que je l'ai vu aussi immense, et que j'ai entendu son nom. Un nom qui ne se prononce pas, mais qui est à la fois la tendresse et la justice. Voilà la devise d'Electre, la tendresse. Cela suffit, partons. Et cette justice qui te fait brûler ta ville, condamner ta race, tu oses dire que c'est la justice des dieux. Je m'en garde, dans ce pays qui est le mien, on ne s'en remet pas aux dieux du soin de la justice. La justice d'Electre consiste à ressasser toute faute, à rendre tout acte irréparable. Oh non. Il est des années où le gel est la justice pour les arbres et d'autres l'injustice. Il est des forçats que l'on aime, des assassins que l'on caresse. Mais quand le crime porte atteinte à la dignité humaine, infeste un peuple, pourrit sa loyauté, il n'est pas de pardon. Sais-tu même ce qu'est un peuple, Electre? Quand vous voyez un immense visage emplir l'horizon et vous regardez bien en face, dieux intrépides et purs, c'est cela un peuple. Tu parles en jeune fille, non en roi. C'est un immense corps à régir, à nourrir. Je parle en femme. Il me faut cette journée. Donne-la-moi. Ta vérité, si elle l'est, trouvera toujours le moyen d'éclater un jour mieux fait pour elle. L'émeute est le jour fait pour elle. Je t'en supplie, attends demain. Non, c'est aujourd'hui son jour. Mais j'ai à sauver la ville, la Grèce. C'est un petit devoir, je sauve leur regard. Vous l'avez assassiné, n'est-ce pas? Qu'oses-tu dire, fille? Tout le monde sait que ton père a glissé sur le dallage. Le monde le sait parce que vous l'avez raconté. Il a glissé, folle, puisqu'il est tombé. Il n'a pas glissé. Pour une raison évidente, éclatante. Parce que mon père ne glissait jamais. Qu'en sais-tu? Depuis 8 ans, j'interroge les écuyers, les servantes, ceux qui l'escortaient les jours de pluie, de grêle. Jamais il n'a glissé. La guerre avait passé sur cette légèreté. J'ai questionné ses compagnons de guerre. Il a franchi le Scamandre sans glisser. Il a pris d'assaut les remparts sans glisser. Il ne glissait ni dans l'eau, ni dans le sang. Il se hâtait ce jour-là. Tu l'avais mis en retard. C'est moi la coupable, n'est-ce pas?
Voilà la vérité d'après Clytemnestre. C'est votre avis aussi, Égiste. Le meurtrier d'Agamemnon, c'est Électre. Les servantes avaient trop savonné les dalles. Je le sais, j'ai manqué de glisser, moi aussi. Ah, tu étais dans la piscine, mère. Qui t'a retenu? Pourquoi n'y aurais-je pas été? Avec Égiste, sans doute. Avec Égiste? Et nous n'étions pas seuls. Il y avait Léon, mon conseiller, n'est-ce pas, Égiste? Léon, qui est mort le lendemain. Est-il mort le lendemain? Oui, Léon aussi a glissé. Il était étendu dans son lit, au matin on l'a trouvé mort. Il a trouvé le moyen de glisser dans la mort en plein sommeil, sans bouger, sans glisser. Tu l'avais fait tuer, n'est-ce pas? Mais défendez-moi donc, Égiste. Je vous crie au Je secours. n'ai plus rien pour toi, tu en es au point où l'on doit se défendre soi-même. Oh mon Dieu, en être amené là, une mère, une reine. Oula, apprends-nous comment s'appelle cela où tu es amené. Par cette fille sans cœur, sans joie. Ah, heureusement que ma petite Chrysothémis aime les fleurs. Je n'aime pas les fleurs. En être là, par ce couloir imbécile qu'est la vie, en être arrivé là. Moi qui, jeune fille, n'aimais que le calme, que soigner mes bêtes, rire au repas, coudre. J'étais si douce, Égiste. Je vous jure que j'étais la plus douce. Il y a encore dans ma ville natale des vieillards pour qui la douceur, c'est Clytemnestre. S'ils meurent aujourd'hui, ils n'auront pas à changer leur symbole. S'ils meurent ce matin. En être amené là, quelle injustice! Je passais mes journées dans la prairie, Égiste, derrière le palais. Il y avait tant de fleurs que pour les cueillir, je ne me courbais pas, je m'asseyais. Mon chien se couchait à mes pieds, celui qui aboya quand Agamemnon vint me prendre. Je le taquinais avec les fleurs, il les mangeait pour me plaire, si je l'avais seulement. Partout ailleurs que mon mari ait été perse, égyptien, je serais maintenant bonne, insouciante, gaie. J'avais de la voix, jeune, j'élevais des oiseaux. Je serais une reine égyptienne insouciante qui chante. J'aurais une volière égyptienne. Et nous en sommes là. Qu'est-ce que cette famille, qu'est-ce que ces murs ont fait de nous? Des assassins. Ce sont de mauvais murs. Seigneur, ils ont forcé le passage. La poterne cède. Sois contente, il s'écroule. Électre, écoute mon dernier mot. Je passe sur tout, tes chimères, tes injures. Mais ne vois-tu pas que ta patrie agonise? Je n'aime pas les fleurs. Crois-tu que cela se cueille assis, les fleurs, pour la tombe d'un père? Mais qu'ils reviennent donc après tout, ce père, qu'il cesse de faire le mort. Quel chantage que cette absence et ce silence. Qu'il revienne avec sa pompe, sa vanité, avec sa barbe. Elle a dû pousser dans la tombe. C'est encore préférable. Que dis-tu? Électre, je m'engage à ce que demain, une fois Argos sauvé, les coupables, s'il y a des coupables, disparaissent, et pour toujours. Mais ne t'obstine pas. Tu es douce, Électre. Au fond de toi-même, tu es douce. Écoute-toi. La ville va périr. Qu'elle périsse. Je vois déjà mon amour pour Argos incendié et vaincu. Non, ma mère a commencé à insulter mon père qu'elle achète. Quelle est cette histoire de coupable? Que racontez-vous là, Égiste? Il vient de dire en un mot tout ce que tu nies. Qu'est-ce que je nie? Il vient de dire que tu as laissé tomber Oreste, que j'aime les fleurs, que mon père n'a pas glissé. Il a glissé, je jure qu'il a glissé. S'il y a au monde une vérité, qu'un éclair nous le montre sur le ciel, tu le verras chavirant avec tout son bagage. Électre, tu es en mon pouvoir, ton frère aussi. Je peux vous tuer. Hier, je vous aurais tué. Je m'engage, au contraire, dès que l'ennemi sera repoussé, à quitter le trône, à rétablir Oreste dans ses droits. Là n'est plus la question, Égiste. Si les dieux, pour une fois, changent de méthode, s'ils vous rendent sage et juste pour vous perdre, cela les regarde. La question est de savoir si elle osera nous dire pourquoi elle haïssait mon père. Ah, tu veux le savoir. Mais tu n'oseras pas. Électre, demain, au pied de l'autel où nous fêterons la victoire, le coupable sera là, car il n'y a qu'un coupable, en vêtements de parricide. Il avouera publiquement le crime. Il fixera lui-même son châtiment. Mais laisse-moi sauver la ville. Vous êtes sauvé vis-à-vis de vous-même aujourd'hui, Égiste. Et vis-à-vis de moi. C'est suffisant. Non, je veux qu'elle achète. Ah, tu veux que j'achète. Je t'en défie. Ils entrent dans les cours intérieures, Égiste. Partons, Oui, je le haïssais. Oui, tu vas savoir enfin ce qu'il était, ce père admirable. Oui, après 20 ans, je vais m'offrir la joie que cette offerte agate. Une femme est à tout le monde. Il y a tout juste au monde un homme auquel elle ne soit pas. Le seul homme auquel je n'étais pas, c'était le roi des rois, le père des pères, c'était lui. Du jour où il est venu m'arracher à ma maison avec sa barbe bouclée, de cette main dont il relevait toujours le petit doigt, je l'ai haï.
Il le relevait pour boire, il le relevait pour conduire, le cheval s'emballa-t-il, et quand il tenait son sceptre, et quand il me tenait moi-même, je ne sentais sur mon dos que la pression de 4 doigts. J'en étais folle. Et quand dans l'aube il livra à la mort ta sœur Iphigénie, horreur, je voyais aux 2 mains le petit doigt se détacher sur le soleil. Le roi des rois, quelle dérision! Il était pompeux, indécis, niais. C'était le fat des fats, le crédule des crédules. Le roi des rois n'a jamais été que ce petit doigt et cette barbe que rien ne rendait lisse. Inutile l'eau du bain sous laquelle je plongeais sa tête. Inutile la nuit de faux amours où je la tirais et l'emmêlais. Inutile cet orage de Delphes sous lequel les cheveux des danseuses n'étaient plus que des crins. De l'eau, du lit, de l'averse, du temps, elle ressortait en or avec ses annelages. Et il me faisait signe d'approcher de cette main à petits doigts. Et je venais en souriant. Pourquoi ? Et il me disait de baiser cette bouche au milieu de cette toison, et j'accourais pour la baiser, et je la baisais. Pourquoi ? Et quand au réveil, je le trompais comme Agathe, avec le bois de mon lit, un bois plus relevé, évidemment, plus royal, de l'amboine, et qu'il me disait de lui parler, et que je le savais vaniteux, vide aussi, banal, je lui disais qu'il était la modestie, l'étrangeté aussi, la splendeur. Pourquoi ? Et s'il insistait tant soit peu, bégayant, lamentable, je lui jurais qu'il était un dieu, roi des rois. La seule excuse de ce surnom est qu'il justifie la haine de la haine. Sais-tu ce que j'ai fait le jour de son départ, Électre, son navire encore en vue? J'ai fait immoler le bélier le plus bouclé, le plus indéfrisable, et je me suis glissé vers minuit dans la salle du trône pour prendre le sceptre à pleine main. Tu voulais un hymne à la vérité, voilà le plus beau. Oh mon père, pardon! Venez, reine! Qu'on saisisse d'abord cette fille, qu'on l'enchaîne. Me pardonneras-tu jamais de l'avoir entendu, oh mon père? Est-ce qu'il ne faut pas qu'elle meure, Régis? Adieu, Électre! Tu es là, Régis, et je vous pardonne! Ne la laissez pas libre, Régiste. Ils vont vous poignarder dans le dos. C'est ce que nous allons voir. Laissez Électre. Vous, déliez Oreste. L'oiseau descend, mendiant. L'oiseau descend. Tiens, c'est un vautour. Te voilà, femme Narcisse. Nous arrivons tous, les mendiants, pour sauver Électre et son frère, les infirmes, les aveugles, les boiteux. La justice, quoi. Ils sont là, déliés Oreste. Comment ils l'ont tué, femme Narcisse? Écoute. Voici comme tout s'est passé, et jamais je n'invente. C'est la reine qui a eu l'idée de savonner les marches qui descendent à la piscine. Ils ont fait cela à eux deux. Alors que toutes les ménagères, pour le retour d'Agamemnon, savonnaient leur seuil, la reine et son amant savonnaient le seuil de sa mort. On peut imaginer quelles mains propres ils avaient et ils lui ont offertes quand Agamemnon est entré. Et alors, comme il tendait les bras vers elle, il a glissé ton père, Électre. Tu as raison, excepté sur ce point. Il a glissé jusqu'au milieu des dalles et le fracas de la chute à cause de la cuirasse et du casque était bien celui d'un roi qui tombe, car tout était de l'or, et c'est elle qui s'est précipitée pour le relever, croyait-il. Mais qui l'a maintenu. Il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas sa femme chérie qui le maintenait à terre. Il se demandait si c'était dans un élan d'amour. Mais alors, pourquoi cet égiste restait-il? Il était indiscret, ce jeune égiste, et maladroit. On verrait pour son avancement. Il peut être vexé, le maître du monde, qui tombe en rentrant chez lui, qui a pris Troie, qui sort de passer la grande revue navale, et l'équestre et la pédestre, et qui vous dégringole sur le dos avec son bruit de vaisselle, même si sa barbe reste intacte et bouclée, devant sa femme amoureuse et le jeune porte-enseigne. D'autant plus que cela pouvait être un mauvais présage. Cette chute pouvait vouloir dire qu'il mourrait dans 1 an, dans 5 ans. Mais ce qu'il trouvait singulier, c'est que son épouse bien-aimée l'eût saisi au poignet et pesa de tout son poids pour le clouer sur le dos, comme la pêcheuse maintient les grosses tortues échouées, celles qui viennent par le détroit. Elle avait tort.
Elle n'en était pas plus belle, ainsi penchée avec le sang à la tête et le cou qui prenait ses plis. Ce n'était pas comme le jeune Égiste qui essayait de lui tirer son épée pour lui éviter du mal, évidemment, et qui, à chaque seconde, devenait beau, de plus en plus beau. Et ce qui était extraordinaire, c'est que tous deux étaient muets. Lui leur parlait. « Chère femme, disait-il, comme tu es forte. Jeune homme, disait-il, prends l'épée par la garde. » Et eux étaient muets. On avait oublié de lui dire cela pendant ces 10 ans d'absence. La reine était une muette, les écuyers étaient des muets. Muets, ils étaient comme ceux qui préparent une malle quand le départ presse. Ils avaient quelque chose à faire, mais vite, avant que personne pût entrer. Quel bagage avait-il à faire si vite? Et soudain, le coup de pied donné par Égiste au casque lui a pris tout, comme au mourant le coup de pied donné à son chien. Et il cria « Femme, lâche-moi, femme, que fais-tu là ?» Elle se gardait de dire ce qu'elle faisait. Elle ne pouvait lui répondre « Je te tue, je t'assassine ». Mais elle se le disait tout bas à elle-même « Je le tue parce qu'il n'y a pas un seul poil gris dans cette barbe. Je l'assassine parce que c'est le seul moyen d'assassiner ce petit doigt. » Des dents, elle avait délié le lacet de la cuirasse et les lèvres d'or déjà s'écartaient. Et Égiste, ah, voilà pourquoi il était beau, Égiste. Cette beauté, Agamemnon l'avait vu envahir Achille, tuant Hector, Ulysse, tuant Dolon, approchait, l'épée renversée. Alors, le roi des rois donna de grands coups de pied dans le dos de Clytemnestre. À chacun, elle sursautait toute. La tête muette sursautait et se crispait, et il cria. Et alors, pour couvrir la voix, Égiste poussait de grands éclats de rire d'un visage rigide. Et il plongea l'épée. Et le roi des rois n'était pas ce bloc d'airain et de fer qu'il imaginait. C'était une douce chair, facile à transpercer, comme l'agneau. Il y alla trop fort, l'épée entailla la dalle. Les assassins ont tort de blesser le marbre, il a sa rancune. C'est à cette entaille que moi j'ai deviné le crime. Alors, il cessa de lutter. Entre cette femme de plus en plus laide et cet homme de plus en plus beau, il se laissa aller. La mort a ceci de bon qu'on peut se confier à elle. C'était sa seule amie dans ce guet-apens, la mort. Elle avait d'ailleurs un air de famille, un air qu'il reconnaissait. Et il appela ses enfants, le garçon d'abord, Oreste, pour le remercier de le venger un jour, puis la fille, Électre, pour la remercier de prêter ainsi pour une minute son visage et ses mains à la mort. Et Clytemnestre ne lâchait pas, une mousse à ses lèvres. Et Agamemnon voulait bien mourir, mais pas que cette femme crachât sur son visage, sur sa barbe. Et elle ne cracha pas, tout occupée à tourner autour du corps, à cause du sang qu'elle évitait aux sandales. Elle tournait dans sa robe rouge, et lui déjà agonisait, et il croyait voir tourner autour de lui le soleil. Puis vint l'ombre. C'est que soudain, chacun d'eux, par un bras, l'avait retourné contre le sol. À la main droite, 4 doigts déjà ne bougeaient plus. Et puis, comme Égiste avait retiré l'épée sans y penser, ils le retournèrent à nouveau. Et lui la remit bien doucement, bien posément dans la plaie. Et ce jeune Égiste éprouvait de la gratitude pour ce mort qui la seconde fois se laissait tuer si doucement, si doucement. On en tuerait des douzaines de rois des rois si c'était cela le meurtre. Mais la haine de Clytemnestre grandissait pour celui qui s'était débattu si bêtement, si férocement, car elle savait que chaque nuit elle verrait dans un cauchemar ce massacre. Et c'est bien ce qui arriva, et c'est bien là le compte de son crime. Voilà 7 ans qu'elle l'a tué, elle l'a tué 3000 fois. Voilà le jeune homme, qu'il est beau. De la beauté du jeune Égiste. Où sont-ils, Électre? Oreste, chéri. Dans la cour du sud. À tout à l'heure, Électre, et pour toujours. Va, mon amour. Pourquoi t'interrompre, mendiant? Continue. Raconte-leur la mort de Clytemnestre et d'Égiste. Raconte, mendiant. 2 minutes, laisse-lui le temps d'arriver. Il a son épée? Oui, ma fille. Tu n'es pas folle d'appeler la princesse ta fille? Je l'appelle ma fille. Je ne lui dis pas qu'elle est ma fille. Je l'ai pourtant vu souvent, son père. Oh, mon Dieu, le bel homme. Il avait une barbe, n'est-ce pas? Pas une barbe, un soleil annelé, ondulé, un soleil d'où venait de se retirer la mer. Il y passait sa main, la plus belle main que j'ai vue au monde. Appelle-moi ta fille. Femme Narcisse, je suis ta fille.
On a crié. Non, ma fille. Tu es sûre qu'il avait son épée? Qu'il ne s'est pas trouvé devant eux sans épée? Tu l'as bien vu passer, il en avait 1000. Calme-toi, calme-toi. Quelle était longue la minute où tu es attendue au seuil de la piscine, oh ma mère. Si tu racontais, toi, tout sera fini, que nous ne saurons rien. Une minute, il les cherche. Voilà, il les rejoint. Oh, moi, je peux attendre. C'est doux de la toucher, cette petite Électre. Je n'ai que des garçons, moi, des bandits. Heureuses les mères qui ont des filles. Oui, heureuse. On a crié cette fois. Oui, ma fille. Alors, voici la fin. La femme Narcisse et les mendiants délièrent Oreste. Il se précipita à travers la cour. Il ne toucha même pas, il n'embrassa même pas Électre. Il a eu tort. Il ne la touchera jamais plus. Et il atteignit les assassins comme il parlementait avec l'émeute de la niche en marbre. Et comme Égiste, penché, disait au meneur que tout allait bien et que tout désormais irait bien, il entendit crier dans son dos une bête qu'on saignait. Et ce n'était pas une bête qui criait, c'était Clytemnestre, mais on la saignait. Son fils la saignait. Il avait frappé au hasard sur le couple en fermant les yeux. Mais tout est sensible et mortel dans une mère, même indigne. Et elle n'appelait ni Électre ni Oreste, mais sa dernière fille, Chrysothémis, si bien qu'Oreste avait l'impression que c'était une autre mère innocente qu'il tuait. Et elle se cramponnait au bras droit d'Égiste. Elle avait raison, c'était sa seule chance désormais dans la vie de se tenir un peu debout. Mais elle empêchait Égiste de dégainer. Il la secouait pour reprendre son bras, rien à faire. Et elle était trop lourde aussi pour servir de bouclier. Et il y avait encore cet oiseau qui le giflait de ses ailes et l'attaquait du bec. Alors il lutta. Du seul bras gauche, sans armes, une reine morte au bras droit avec colliers et pendentifs, désespérée de mourir en criminel quand tout de lui était devenu pur et sacré, de combattre pour un crime qui n'était plus le sien et dans tant de loyauté et d'innocence de se trouver l'infâme en face de ce parricide, il lutta de sa main que l'épée découpait peu à peu, mais le lacet de sa cuirasse se prit dans une agrafe de Clytemnestre et elle s'ouvrit. Alors, il ne résista plus. Il secouait seulement son bras droit, et l'on sentait que s'il voulait maintenant se débarrasser de la reine, ce n'était plus pour combattre seul, mais pour mourir seul, pour être couché dans la mort, loin de Clytemnestre. Et il n'y est pas parvenu. Et il y a pour l'éternité un couple Clytemnestre-Égiste. Mais il est mort en criant un nom que je ne dirai pas. J'ai raconté trop vite, il me rattrape. Fuyez! Fuyez, vous autres! Le palais brûle! C'est la lueur qui manquait à Électre. Avec le jour et la vérité, l'incendie lui en fait 3. Te voilà satisfaite, Électre, la ville meurt. Me voilà satisfaite. Depuis une minute, je sais qu'elle renaîtra. Ils renaîtront aussi ceux qui s'égorgent dans les rues. Les Corinthiens ont donné l'assaut et massacre. S'ils sont innocents, ils renaîtront. Voilà où t'a mené l'orgueil, Électre. Tu n'es plus rien. Tu n'as plus rien. J'ai ma conscience, j'ai Oreste, j'ai la justice, j'ai tout. Ta conscience, tu vas l'écouter, ta conscience, dans les petits matins qui se préparent. C'est dont tu n'as pu dormir à cause d'un crime que d'autres avaient commis. Désormais, c'est toi la coupable. J'ai Oreste, j'ai la justice, j'ai tout. Oreste, plus jamais tu ne reverras Oreste. Nous te quittons pour le cerner. Nous prenons ton âge et ta forme pour le poursuivre. Adieu. Nous ne le lâcherons plus jusqu'à ce qu'il délire et se tue, maudissant sa sœur. J'ai la justice, j'ai tout. Que disent-elles? Elles sont méchantes. Où en sommes-nous, ma pauvre Électre? Où en sommes-nous? Où nous en sommes? Oui, explique. Je ne saisis jamais bien vite. Je sens évidemment qu'il se passe quelque chose, mais je me rends mal compte. Comment cela s'appelle-t-il quand le jour se lève comme aujourd'hui, que tout est gâché, que tout est saccagé, que l'air pourtant se respire, qu'on a tout perdu, que la ville brûle, que les innocents s'entretuent, mais que les coupables agonisent dans un coin du jour qui se lève? Demande au mendiant. Il le sait. Cela a un très beau nom, femme Narcisse. Cela s'appelle l'aurore. La radiodiffusion française vous a présenté Électre, pièce en 2 actes de Jean Giraudoux, musique de scène de Vittorio Rietti. Nous vous en rappelons la distribution. Sylvia Montfort, Électre.
Germaine Montero, Clytemnestre. Micheline Boudet, de la Comédie Française, Agathe. Raymond, la femme Narcisse. Josette Camé, Linette Lemercier, Francette Vernillat, les Euménides. Et Renaud Marie, le mendiant. Jacques Duménil, Égiste. Henri Crémieux, le président. Tony Taffin, Oreste. Michel Bouquet, le jardinier. Bernard Noël, le jeune homme. Pierre Olivier, le capitaine. Claude Piéplu, un messager. Présentation et découpage d'André Beuclair. Prise de son, Pierre François. Réalisation, Henri Soup.